Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un adolescent qui vit une souffrance insupportable depuis bientôt 5 mois. Le mal qui ronge son genou a causé justement l'arrêt des études alors qu'il s'apprêtait à composer l'examen du BEPC cette année scolaire en cours. Sa prise en charge a été stoppée faute de moyens financiers et surtout d'un véritable diagnostic en rapport avec toutes ces pathologies qui gravitent justement autour de son mal de genou qui le ronge depuis plusieurs mois. Vous allez d'ailleurs le constater à travers les images que nous vous présenterons au cours de cette édition Regard social. Madame, Monsieur, les experts seront là en seconde partie, tenteront de nous expliquer de quoi il est véritablement question. Bienvenue sur Regard social. C'est un adolescent, 14 ans à peine, qui souffre ainsi depuis quelques mois. Il a arrêté les études, on l'a déjà révélé, et surtout que sa famille est une famille à faible revenu. Difficile justement pour ses parents de pouvoir trouver des moyens pour sa prise en charge, qui est devenu un véritable fardeau pour cette famille également. Yoigo Stéphanie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes la maman du petit Jaurès. Oui, je suis la maman du petit Kamdem Jaurès. Voilà, Kamdem Jaurès qui est malade depuis quelques mois. Oui, monsieur le journaliste. Voilà, et bienvenue. Il est avec nous sur ce plateau. Jaurès, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci. Vous gardez toujours le sourire malgré tout. Monsieur. Voilà. Vous êtes malade. Monsieur. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Monsieur. Oui, nous sommes allés chez vous et on a constaté que vous avez du mal à passer des nuits. C'est bien, oui, monsieur. Comment? C'est quoi le problème? Depuis les vacances, au mois de juin, mon pied, il y avait des douleurs au pied. Mais un temps c'est fini. En octobre, ça a recommencé, c'est venu avec une bosse au niveau du genou. C'est là que maman m'a amené à l'hôpital. On m'a dit que je souffrais d'un rhumatisme articulaire aigu. Et maman a décidé de m'envoyer chez mon papa. Moi, je suis allée chez mon papa avec le carnet pour qu'il puisse nous aider dans cette situation. Parce qu'elle, en voyant ce genou, elle a vu que c'était vraiment grave. Lui, donc, il nous a renvoyés. Je suis donc venue chez maman, il a fait part de cela, il a dit que papa nous a renvoyés. Elle s'est battue à son niveau. Elle a cherché l'argent. Puisqu'il y avait les examens à faire. Elle s'est battue, chercher l'argent, trouver de l'argent, un peu d'argent. Ils sont partis, nous ont fait les examens. Il y avait des injections de benzatine à faire. Maman s'est battue. Elle a tout fait. 6 injections, une injection par semaine. On a cru que ça... Après avoir injecté tous ces benzatines, ça devait remédier à la situation. Mais après toutes ces injections faites, le pied était tout gros. Et le médecin nous demande de faire encore l'examen d'Osgood Shelter. Je ne sais pas trop. D'accord, je voudrais vous laisser parce que vous avez également un problème de respiration. Monsieur. Vous avez du mal à respirer et vous toussez régulièrement. Monsieur. Vous ne savez évidemment pas de quoi il est question, mais ça a un lien sans doute avec le mal de genou que vous avez. Monsieur. Alors, Stéphanie, c'est ton enfant qui souffre énormément depuis que vous avez découvert qu'il est malade. Oui, Comment monsieur, sont ces nuits? Ces nuits sont pénibles. Toutes les nuits, je suis spectateur de Kamdem Jaurès. Nous passons les nuits blanches couchés sur un matelas. Jaurès passe toutes les nuits à se tortiller. Il se morfond, il n'arrive pas à dormir. Face à cette situation, moi, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu même le goût de la vie. Parce que Jaurès, c'est un enfant, il est serviable. Depuis que j'ai mis Jaurès au monde, son père m'a laissé avec Jaurès à l'âge de 1 an, 2 mois. C'est moi qui fais tout, je me bats pour les envoyer à l'école, son frère est né, lui. J'ai décidé de ne plus faire d'enfants parce que je voulais assurer l'avenir de Jaurès. Ça fait aujourd'hui plus de 12 ans que je n'ai plus voulu faire d'enfants parce que je voulais assurer un avenir meilleur pour mes 2 garçons.
Depuis que j'ai mis Jaurès au monde, Jaurès est toujours premier de sa classe, toujours premier de sa classe. Jaurès est serviable. Ce mal, mon fils, tous les jours, j'ai donné tout ce qu'un parent pouvait faire pour son enfant. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais hélas. Alors, vous êtes allé à l'hôpital avec Jaurès, vous avez fait le tour de quelques formations sanitaires. On vous a dit qu'il souffre de quoi, notamment? Dans un premier temps, le premier centre hospitalier que j'ai abordé pour la première fois, ils m'ont dit que Jaurès souffrait d'un rhumatisme articulaire aigu. J'ai donc posé la question au médecin, qu'est-ce qu'il fallait donc faire pour remédier à la situation? Il m'a dit qu'il fallait qu'il prenne des doses de benzatine, qui étaient des injections. Je suis arrivée à la maison, mon papa m'a dit que les benzatines ne sont pas souvent très bien, ça peut rendre l'enfant infirme. C'est Jaurès qui me dit que non maman, si le médecin a dit ça, il faut payer, je vais prendre toutes les prises d'injection. Il a choisi la journée de jeudi, il faisait les injections tous les jeudis pendant 6 semaines. Mais le mal ne faisait que s'accentuer. Je suis arrivée là-bas à l'hôpital, il me demande qu'il faut qu'on fasse encore le test de la goutte et un test pour vérifier. Il parlait de Haslo. Moi, j'ai répondu au médecin tout simplement que dans un premier temps, il m'avait parlé d'un rhumatisme articulaire aigu et il m'avait convaincu qu'avec ces injections, ça pouvait aller. Pourquoi ne pas me confier chez un rhumatologue? J'ai pris la ferme résolution personnelle de rencontrer un rhumatologue. En fin décembre, je suis allée à l'hôpital général. J'ai payé ma consultation, j'ai rencontré le rhumatologue. Dans un premier temps, il m'a demandé l'examen de la radio des 2 genoux. Directement, j'ai fait la radio des 2 genoux. Il s'avérait qu'il n'y avait pas de problème. La radio montrait qu'il n'y avait pas de problème. Nous sommes donc rentrés. Pourtant, il avait mal. Pourtant, il avait mal. C'est une amie qui vient vers moi et me dit, comment est-ce qu'on peut faire l'examen des 2 genoux? L'enfant a mal. Et puis la radio montre que l'enfant n'a pas de problème. Ça ne va pas. J'ai une amie qui a pris, elle m'a confié chez une dame qui travaille dans un centre hospitalier de la place. J'ai remis le cliché de la radio. Après quelques jours, elle m'appelle, elle me dit qu'ils ont vu un petit truc dans le genou de l'enfant. Elle me demande d'aller dans cet hôpital. J'arrive là-bas, le traumatologue a un premier vu, le pied n'était pas encore enflé comme ça. Il me dit ça c'est une tumeur. Je me suis écroulée directement. Il a cherché, il m'a flatté. Il m'a dit quand vous les femmes, vous entendez tumeur, vous pensez toujours au cancer. Et que je suis sortie de là avec mon fils. J'ai même perdu la route. J'étais troublée, j'étais sidérée face à cette situation. Je devais prendre le taxi pour le village. Je me suis retrouvée en train de prendre le taxi pour continuer du côté de Bekoko. C'est Bekoko là. Parce que vous étiez perturbée. Parce que j'étais perturbée avec mon fils. J'avais tenu la main de mon fils. Nous sommes donc rentrés. Ma soeur aînée étant troublée, elle passait aussi les nuits blanches parce que j'ai quitté la maison. J'ai perdu maman il y a de cela quelques années. Je prends soin de mon papa qui souffre aussi d'une prostate. Il a une sonde urinaire sur lui depuis plus de 5 ans. J'étais obligée de quitter la maison parce que ça me troublait. Il fallait que je reste avec quelqu'un qui va m'accompagner moralement. Je suis allée chez ma soeur. Elle m'a demandé d'aller à l'hôpital militaire. Chose que j'ai faite le lendemain. Je suis allée et il y a un médecin généraliste qui a consulté l'enfant. Et il m'a demandé de revenir le lendemain parce que le traumatologue n'était pas là. Le lendemain à 5 h, j'étais déjà là avec Jaurès. Quand nous sommes arrivés, le traumatologue nous a dit ça c'est le début d'une tumeur maligne. Est-ce que je suis au courant? Il dit que oui, on ne m'a fait pas de cela. Directement, il m'a confié, il m'a demandé d'aller faire une IRM dans une clinique à Bali. Je me suis rendue avec Jaurès. Là-bas, on m'a dit que ça devait coûter 250 000. Je leur ai dit que je n'avais que 100 000 francs. Ils ont commencé. J'ai appelé le monsieur en question. Il m'a dit qu'il connaît déjà les résultats de l'enfant. Je suis rentrée avec Jaurès. Nous sommes revenus le lundi. J'ai laissé Jaurès à l'hôpital. Je suis allée prendre... J'ai fini les 150 000. J'ai récupéré le résultat. Je suis venue remettre chez sa secrétaire. Ils ont donc programmé... ils ont fait un bilan avant le bloc.
qui montait dans les 300 000 francs. J'ai demandé si je pouvais avancer, ils ont dit non. Je me suis battue comme je pouvais avec ma soeur et certains de mes frères et puis on a fait le versement. Moi, ignorante, je ne savais pas que c'était juste pour la biopsie. Moi, je pensais que c'était pour racler le pied et enlever cette masse. Après le bloc, avant le bloc, le médecin généraliste qui m'avait consulté dans un premier temps m'appelle à 7 h du matin. Il me fait rasseoir, il me dit, je te prépare psychologiquement. Dès qu'on va ouvrir le pied de Jaurès, ça va dépendre de la gravité du pied. Si le pied est tellement atteint, on va amputer. Bon, je suis restée, j'étais troublée, j'ai même pleuré ce jour, mais avant le bloc, j'étais déjà préparée. Je suis arrivée au bloc avec Jaurès, on est venu me remettre ses vêtements. Moi, j'attendais qu'on me dise d'un moment à l'autre qu'on va amputer parce que j'étais préparée. Le médecin était direct avec moi et j'ai apprécié sa façon d'être direct avec moi. Il est entré au bloc à 10h15, il est ressorti à 12h10 avec une genouillère. Le pied était tendu, immobilisé. On n'avait pas amputé. Moi, pour ma part, je me suis dit, ce n'était pas grave parce qu'on m'avait déjà préparé que si c'était grave, on devait amputer le pied. 2 jours après, Jaurès commence à respirer. Il respire. Moi, ça m'a inquiété. Jaurès a commencé à couler les larmes. Il dit que mais Jaurès coule les larmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que Jaurès, c'est Jaurès qui m'encourage pendant la maladie. Maman, pourquoi tu es stressée? Maman, pourquoi tu ne te laves plus? Maman, pourquoi tu ne manges pas? Et que si Jaurès coule les larmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis allée rencontrer le médecin. Il m'a dit d'acheter un sirop pour la toux, le bronchocil. Chose que j'ai faite directement. Jaurès a commencé à consommer le sirop pendant plus d'1 semaine, mais ça n'allait pas toujours. Entre-temps, 2 jours après, ce médecin généraliste était tellement attentionné, il revient vers moi, il me dit, on vous a remis certaines petites boîtes pour aller analyser chez la napathe. Et lui dit non. Il me dit que va. J'arrive maintenant, je rencontre le médecin qui a opéré le pied de Jaurès. Il me remet 2 boîtes et il me dit, il faut s'attendre à tout, ça peut être que tout. Moi, j'ai convulsé dans cette salle, on m'a porté, on m'a ramené quelque part. Même Jaurès ne savait pas où je me trouvais. Ils ont donc pris l'analyse, ces analyses, et ils ont envoyé au bureau de la napathe. On m'a donné le numéro de la napathe en question. 10 à 12 jours après, j'appelle au bureau parce qu'on m'avait dit que la biopsie sort après 2 semaines. La dame me dit qu'elle ne voit pas le nom de Jaurès dans le cahier. Mais qu'est-ce que ça me signifie? Moi, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me narrer comme histoire là. L'enfant est en train de souffrir, ça fait déjà bientôt 2 semaines. Vous me dites que vous ne voyez pas le nom de Jaurès dans le cahier. J'ai insisté, elle me dit, je vous rappelle d'un moment à l'autre. Après 30 minutes, la dame en question me rappelle, me dit, ah, j'ai vu le nom de Jaurès. Le lendemain, elle me rappelle, me dit, venez récupérer le résultat de Jaurès. J'ai envoyé mon frère qui n'était pas non loin de là. Il allait récupérer le résultat de Jaurès. Il est venu me donner. Et j'ai constaté qu'on avait écrit en conclusion que Jaurès souffrait d'un chondrosarcome. Moi, à mon niveau, j'ai aussi essayé de faire les recherches sur Google. J'ai compris que c'était vraiment une maladie grave. Alors, c'est parti de rhumatisme aigu à chondrosarcome. Aujourd'hui, on s'est dit que c'est un cancer. Oui. Oui. Mais il a subi cette opération entre-temps qui a bouleversé son système. Complètement. Complètement. Il respire difficilement À peine. et il tousse régulièrement. Alors, pour cet autre volet, qu'est-ce qu'on a dit? Je suis, étant troublée, j'étais assise devant l'écran, j'ai vu l'émission Regard social, jeudi suis passée. J'ai constaté qu'il y avait une dame au nom de Dr Taillou qui faisait une intervention très brillante et qui intervenait, qui était oncologue en ce qui concerne le cancer infantile. Dans un premier... Après, ma famille m'a demandé d'aller dans une clinique de la place. J'y suis allée. Là-bas, on m'a aussi prescrit les examens. J'ai fait les examens, j'ai dépensé beaucoup là-bas. Là-bas, on m'envoie à l'hôpital général.
J'arrive à l'hôpital général, je paye la consultation pour rencontrer l'oncologue. Dès que je monte dans le bureau de l'oncologue, on me dit qu'il n'est pas là, il sera là la semaine prochaine. J'ai tenu la main de Jaurès, j'étais debout, j'étais dépassée, j'étais ébahie, j'étais sidérée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? À la veille, j'ai vu une émission à Equinox. Le premier taxi qui est passé laisser un malade, j'ai stoppé le taxi, dépôt Equinox Télévision. J'arrive à l'accueil, j'ai salué le papa qui était là et que je voulais rencontrer la dame qui s'occupe de tout ce qui concerne les problèmes de regard social. Il m'a dit qu'est-ce qu'il n'allait pas. Il a dit que mon fils est malade. Je voulais prendre le numéro d'une dame, d'un docteur qui a intervenu et ça m'a intéressé. Il m'a donc montré le bureau de la dame en question. Je suis arrivée vers elle. Je lui ai expliqué. J'ai dit qu'elle voulait le numéro du docteur Taillou. Et elle a aussi observé, elle a vu, elle a regardé le pied de l'enfant. Elle était touchée aussi à son niveau. Elle m'a donc remis le numéro du docteur Taillou. D'accord. Lorsque vous voyez le docteur et le docteur elle vous dit quel est l'état de santé de l'enfant. Parce que vous allez à l'hôpital Bonassa. Oui. D'accord. Le docteur Taillou, après consultation, m'a dit que l'enfant souffrait effectivement d'un cancer. Et elle a sorti le premier protocole de l'enfant. C'était un vendredi, il y avait le coquin que l'enfant devait faire et puis le test NFS. Comme c'était un vendredi, on m'a demandé de revenir lundi parce que la personne qui devait faire, le médecin en question qui devait faire l'écho-cœur n'était pas là. Lundi à la première heure, nous sommes arrivés, on a fait l'examen de l'écho-cœur et l'examen NFS. Et docteur Taillou se déplaçait pour une mission. Elle m'a dit, ne va pas encore verser l'argent pour le protocole de l'enfant. Attends que son écho-cœur sorte d'abord. Si l'écho-cœur n'est pas bon, il ne pourra pas supporter la chimiothérapie. Mais elle avait sorti le protocole de l'enfant. Le lendemain, l'écho-cœur est venu. Elle est sortie autant pour moi. Il s'avérait que le battement cardiaque était normal et puis le test sanguin était aussi normal. Vers 11 h, la major de l'oncologie m'a dit d'aller faire le versement pour qu'on puisse mettre l'enfant sur la chimiothérapie. Chose que j'ai faite dans les 30 minutes. Et j'aurais ça suivi la chimiothérapie le mardi, mercredi et jeudi, ce qui n'a pas été du tout facile. Les 2 derniers jours, il était tellement fatigué. Mais avec la fiche qu'ils nous ont remise, j'ai compris que c'était un phénomène normal. Il vomissait. On m'a demandé, le monsieur qui leur fait passer la chimio m'a demandé d'aller en pharmacie acheter un produit, l'injecter et Dieu merci, les vomissements se sont arrêtés. Maintenant, les vomissements se sont arrêtés, mais seulement le pied n'a pas changé. Son genou reste enflé, difficile pour lui de se déplacer et surtout qu'il a carrément arrêté l'école. Il n'y va plus. Et c'est ça qui me fait le plus mal parce que quand je suis à l'hôpital avec Jaurès, il me dit, maman, je veux mon sac de classe. Je veux mon livre, je n'ai pas le temps à recopier les cours. Ces professeurs m'appellent, où est Jaurès? Où est Jaurès? Jaurès, pas ci, par là, Jaurès. Jaurès est un enfant, mais il a captivé l'attention des grandes personnes. Les maîtres de Jaurès de Kouemante 1, Kouemante 2 sont ses amis. Jaurès, je veux composer le BPC. J'ai donné tout ce qu'un parent pouvait donner. Je suis à plus de 1 600 000 sur mon fils. Je suis à bout. Raison pour laquelle je suis venue à Regard Social me coucher. J'ai donné tout ce qu'un parent pouvait donner. Je suis à bout. D'accord. Jaurès, c'est difficile pour vous de voir votre maman couler les larmes. Elle dit c'est vous qui l'amenez parfois à reprendre les forces, chaque fois qu'elle vous voit également dans cet état. Mais vous maigrissez au quotidien, il a perdu énormément à cause de cette toux qui vous dérange et aussi cette façon de respirer qui n'est pas normale. Oui. Et aussi cette maladie du pied. C'est à cause de votre mal de genou? Monsieur.
Qu'est-ce que vous dites souvent à maman quand vous êtes deux dans la maison, il n'y a personne d'autre? Je dis souvent, ne plus pleurer. De ne pas se décourager. Elle, souvent, elle perd l'appétit. Elle ne dort pas. Elle est toujours en train de faire des recherches sur le téléphone. Je dis souvent, il faut se reposer. Le reste, même, elle ne se lave même pas. Elle oublie tout. C'est moi qui lui remonte un peu souvent le moral. Vous êtes venu à Regard Social parce que votre maman est épuisée financièrement, carrément toute la famille. Difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Et vous êtes à la maison désormais, sans argent. Et vous voulez en même temps retourner à l'école. Mais vous n'avez pas la possibilité. À cause de la douleur, il vous est impossible de pouvoir suivre un cours. Vous êtes obligé d'attendre les cahiers de vos camarades pour les lire de temps en temps. Vous avez un message adressé à ceux qui vous regardent? Monsieur. Je prie les hommes de bonne volonté de bien vouloir m'aider. Quand ma mère a trop dépensé, elle a fini. Elle a même perdu son emploi. Cet emploi qui nous rapportait un peu du pain quotidien. Joris, tenez ceci. Il faut garder espoir, Joris. Ça va aller. Alors, Stéphanie, nous, on va se séparer parce qu'on a écouté le récit et on sait de quoi il est question aujourd'hui. Juste qu'à cause de son mal, il y a d'autres maladies qui gravitent désormais autour justement de ce mal-là, de ce genou, et qui ne cessent de prendre du volume. Entre-temps, il perd également du poids. Il n'arrive pas à manger aussi. Il mange, il a de l'appétit. Il a de l'appétit, mais il mange beaucoup, mais il perd du poids. Si c'est pour l'appétit, il a de l'appétit. Joris mange bien. C'est pendant la chimio, il avait perdu l'appétit pendant les 3 jours de la chimio. Le premier jour, il avait mangé. Les 2 derniers jours, il avait perdu l'appétit, mais après, il a repris. Mais Joris est en train de fondre. Joris a perdu beaucoup de poids. C'est vrai que Joris n'était pas quelqu'un qui avait une corpulence forte, mais il a perdu beaucoup de poids. D'accord. C'est le même message que vous voulez passer aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Monsieur le journaliste, j'ai pris les âmes de bonne volonté. C'est cette caméra qui est la vôtre, celle qui est en face de vous? J'ai pris les âmes de bonne volonté de nous venir en aide. J'ai marché dans les hôpitaux, dormi dans les hôpitaux depuis des mois. Avec mon petit Joris. Joris a plus de 20 canets dans le sac à dos qui se trouve derrière la voie. J'ai donné tout ce qu'un parent pouvait donner. Le père de Joris m'a abandonné. Joris, il avait l'âge de 1 an, 2 mois. Moi, à mon niveau, j'ai décidé de ne plus faire d'enfants. De consacrer ma vie pour Joris et son frère aîné. Mais le destin en a décidé autrement. J'accepte ce que Dieu a décidé. Mais je ne cesse de le prier. Parce que c'est mon fils, il m'encourage dans les prières. Il est servant de messe à l'église catholique. Tous les 6 heures, j'ai reçu à l'église pour servir le prêtre. Avant l'école, à 7 heures. Il m'encourage dans les prières. J'ai pris les âmes de bonne volonté de nous venir en aide pour qu'on puisse sauver Joris. D'accord.
Merci Stéphanie d'être venue sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs qui sont toujours prompts à réagir chaque fois qu'il y a un cas social. C'est au quartier Ndokpasi que l'équipe de reportage de Regard Social a rencontré justement la famille du petit Jaurès. Et là, au domicile familial, c'est justement la quiétude. On constate qu'il y a la tristesse en même temps, donc difficile de pouvoir vivre avec un enfant qui pleure toutes les nuits à cause de la douleur. Comment vit cet enfant qui a laissé l'école à cause notamment de la maladie? Nous avons rencontré sa famille, également ses parents et même ses voisins qui racontent la souffrance de cet enfant. C'est un reportage qui a été mené avec la caméra de Dani Warenzede, assisté notamment de Théo Tchunke et des libéraux Ndjomo. Je vous invite à suivre le reportage en question et juste après nous allons accueillir nos experts. Agglutinés autour du petit Jaurès, la génitrice, la tante et la voisine du quartier sont étonnés par l'état de santé de l'adolescent qui ne cesse de faner. L'enfant, s'il y avait avant sa corpulence normale, mais maintenant l'enfant, la maladie a fait l'enfant a tout fondu. Moi, quand je vois l'enfant c'est comme ça, moi ça m'inquiète. Moi, quand il reste comme ça, il ne fait que pleurer. Parce que la façon qu'il dort, il ne dort pas bien. Même l'école, il n'est plus dans l'école. Même manger, même on ne parvient plus à manger parce qu'on a tout dépensé ce que nous on avait. Il était intelligent, il était tout premier de sa classe. Même à l'église, il est enfant de cœur là-bas. Même le prêtre, ça a dépassé le prêtre. Le prêtre a dit que lui-même il est dépassé. On a dépensé plus de 2 millions et ça ne change pas. La nuit, l'enfant ne dort pas, même comme dans la journée. Il respire avec les difficultés. Quand je vois cette famille, c'est la souffrance. Et ça m'a aussi beaucoup, elle s'est beaucoup battue, elle est à bout. D'autant plus qu'elle est seule. Le père, l'enfant n'est pas derrière. Je m'arrête toujours ici, je demande que je reste. Sa maladie, c'est comment? Sa mère dit que ça ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes allés à la garnison. On nous a programmé pour une opération. Cet enfant de 14 ans qui passe des journées sur un matelas étalé à même le sol, au milieu du salon, a cessé d'aller à l'école à cause de cette douleur qui a entamé son genou droit depuis 2020. Depuis les grandes vacances, au mois de juillet, j'ai eu une douleur au pied. Je me suis plaint auprès de maman. Elle a cru qu'il y avait joué au ballon. Au fur et à mesure, le temps passait. Vers fin octobre, elle rentre. Il informe que mon pied a enflé. C'est là maintenant que ça attire son attention. Le lendemain maintenant, c'est là qu'on commence maintenant à se rendre dans un centre hospitalier. Vers novembre, décembre, ça cognait souvent. Quand je dormais pas la nuit, ça me faisait mal, ça cognait. Je ne pouvais pas faire 1 kilomètre. Je vais tout chercher à m'asseoir. La fatigue intense. On a acheté les bombes pour masser. On masse rien. On a massé plusieurs semaines. Ça n'a abouti à rien. Même maintenant, s'il faut faire quelque chose, je vais toujours appeler quelqu'un. De m'aider. Je ne peux pas me déplacer. Si je me déplace, ça avec les béquilles. Justement 1 mètre seulement. Déjà près de 2 mètres, je suis déjà épuisé. Celui qui peine à oublier les débuts de sa souffrance est un élève qui a su séduire ses parents de par ses bonnes notes à l'école. La maladie a commencé, j'étais en classe de 4e espagnol. J'avais de bonnes notes. Quand je composais, j'étais toujours brave. Je sortais premier de ma classe avec une moyenne de 17. Maman, en voyant cela, elle était très fière. Elle a décidé donc. Elle m'a proposé si on peut envoyer mes dossiers. Et moi, j'ai répondu oui. Pour composer le BPC. Parce que après avoir vu ma moyenne, elle a vu que je pouvais réussir le BPC. On a envoyé
croyant que je devais composer. J'avais à commencer les cours. Mais à cause du pied, il a tout arrêté. Malgré même sa maladie, qu'il sorte même de l'hôpital, il parle qu'école. Il envoie son frère, puisque son frère fréquente la même école que lui. Il prend les cahiers de ses amis. Il vient avec sa mère à recopier. Par moment, quand il reste comme ça, c'est avec ça qu'il se distrait. Il veut bien aller à l'école, mais la maladie a empêché. Et c'est un génie vraiment d'école. Dans son établissement, on ne parle que de lui. Selon sa génitrice, Jaurès a perdu l'amour paternel alors qu'il était âgé d'1 an et 7 mois seulement. Problème de couple, je vais dire quoi, je ne sais rien. Elle est seule sur ça. Mais elle-même, le premier jour, on l'a annoncé sur une chemin, elle-même, elle s'est évanouie. Hein. On l'a seulement relevé avec les pancartes de l'hôpital là. Donc ça l'avait vraiment affecté. Le petit Jaurès a vu et continue de voir les efforts fournis par sa mère, loin de l'attention que pouvait lui accorder son papa. Mais sa santé ne cesse de se dégrader. Ces nuits, il ne dort pas. Il ne dort pas, même cette nuit-ci, il n'a même pas dormi. Il dort dans la nuit, il s'étire, son pied fait mal. Parce que quand il dort dans la nuit, il arrête toujours son pied là. Il respire fort, donc il ne respire pas bien. Il ne respire pas bien. Donc dans la nuit, l'enfant, il ne dort pas, même en journée, il tousse. Depuis qu'on a ouvert son pied là, c'est encore grave. Il ne fait que tousser. Après le périple effectué à travers les structures sanitaires, Jaurès a pu bénéficier d'une première opération chirurgicale. Une opération qui malheureusement a plutôt développé d'autres pathologies. Avant qu'on opère le pied de l'enfant, il ne pouvait pas marcher, arriver même ici au foyer. Il pleurait toujours son pied, que son pied le fait mal. On s'est débrouillé, on est allé à la garnison militaire. On est allé voir le colonel, il a fait les examens qu'il pouvait faire. Il a dit qu'on devait opérer le pied de l'enfant. On s'est débrouillé, on a donné l'argent là-bas. On savait qu'on avait déjà opéré le pied de l'enfant. Après peut-être 2 semaines, après les pansements qu'il partait faire, il rentre un soir. Je demande à ma petite soeur que mais. Il dit qu'on a mis 9 compresses sur son pied. J'ai cru que peut-être les 9 compresses, c'est ça qui faisait que son pied était toujours enflé. Un soir maintenant, je rentre, je demande à ma petite soeur que mais le pied de l'enfant, si tu dis qu'on a fait le pansement jusqu'à le pied de l'enfant, il a presque fini. C'est comment? Je détache le pied de l'enfant et vois le pied de l'enfant est encore intact, c'est dur. J'ai dit à ma petite soeur que mais le pied de l'enfant, c'est qu'on dit qu'on a opéré, on n'a rien opéré. C'est d'où on rentre maintenant là-bas, on dit que c'est la biopsie qu'on avait fait sur le pied de l'enfant. L'ancien élève de la classe de 4e espagnol souffre non seulement d'une tumeur au genou, il a également une respiration qui engendre une toux anormale. Quand tu regardes les côtes, ça bat plus fort. Il dit ça, c'est que sa respiration ne me plaît pas. Depuis qu'on l'a opéré, elle rentre à l'hôpital, on dit examen des crachats, ceci, elle fait. Il dit que la toux là, c'est comment on prescrit les remèdes. Il boit. Il demande qu'il a bu. Il a bu, même maintenant, comme tu es en train de demander là, je viens de lui donner. Il dit qu'il boit. Il boit, mais ça ne s'améliore pas, il continue toujours à tousser. Il y a aussi des difficultés un peu à respirer. Il fait la toux sèche. Dans son environnement immédiat, l'espoir de voir ce jeune homme retourner à l'existence. Et voilà le quotidien du petit Jaurès. Jaurès qui est toujours avec nous sur ce plateau. Jaurès qui veut retourner à l'école, mais difficile pour lui parce que la pathologie qui le traumatise, est donc une sorte de handicap pour ses mouvements. Et difficile justement de le voir en bon état aujourd'hui à cause notamment du manque de moyens financiers. Ses parents n'ont plus assez de moyens et c'est le souffle d'ailleurs. Nous le verrons encore avec nos experts déjà sur ce plateau. Docteur Tayou Rachel, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes oncologue médical et on a tellement parlé de vous avant votre arrivée sur ce plateau. Vous avez sans doute eu l'occasion ou le temps de pouvoir explorer cet enfant qui est avec nous encore sur ce plateau. De quoi souffre-t-il?
Le petit Jaurès souffre d'une tumeur maligne du tissu cartilagineux. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un chondrosarcome. Donc en fait, c'est un cancer du cartilage qui se trouve au niveau du genou. D'accord, vous allez davantage nous édifier tout à l'heure, le temps d'accueillir également Dr Ngumbou Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes médecin généraliste et beaucoup plus intéressé et poussé. En tout cas, vous avez un amour particulier pour la chirurgie aussi. Oui, vous avez rencontré le petit Jaurès. Oui. On a rencontré Jaurès il y a 2 ou 3 semaines, je pense. Il était déjà venu pour une tuméfaction douloureuse de son genou droit. Et au décours de l'examen, on avait demandé une radio. C'est après les résultats de la radio qu'on avait préconisé une consultation oncologique. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais seulement, on constate a priori que c'est un enfant qui vit dans un environnement qui n'est pas approprié pour lui. Il est à la maison. On n'a plus de moyens pour l'amener à l'hôpital. C'est pas faux. Disons que les soins de santé, ça a un coût, malheureusement. On n'a pas un système de couverture sanitaire universel, on n'a pas d'assurance maladie. Donc il y a très peu, bon, ça n'existe pas, un hôpital qui est ouvert, qui est disponible sans qu'on ne puisse payer le personnel, payer les consommables, payer tout ce qu'il faut. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de structure qui peut prendre sur soi de le prendre en charge complètement. On a vraiment besoin d'appui financier parce que la moindre structure qui s'engagerait à le prendre en charge finira par le laisser en cours de traitement. Donc on a besoin que des moyens colossaux soient mis en jeu pour pouvoir améliorer ne serait-ce que sa qualité de vie. Docteur Dayou, c'est dû à quoi cette pathologie qui ne cesse de traumatiser cet enfant? En général, les tumeurs des enfants sont des tumeurs génétiques liées à l'hérédité des facteurs génétiques, c'est-à-dire des mutations génétiques. Si on s'exprime un peu plus, ça veut dire qu'au niveau de l'embryon, quand l'enfant était dans le ventre de sa mère, quelque chose se serait passé. Donc, il y aurait eu une altération d'un gène qui, plus tard, à n'importe quel âge, peut se manifester par un cancer. Les autres facteurs, comme on dit souvent chez les enfants, c'est rarement les facteurs liés à l'environnement. Parce que chez l'adulte, on pense plus qu'il peut s'agir de l'alcool, du tabac. Mais chez l'enfant, c'est beaucoup. Les cancers en général sont liés aux anomalies génétiques, acquis ou héritées des parents. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est le moment, en tout cas, ça a été la période choisie pour que la maladie se manifeste en lui. Oui, malheureusement. Ce type de tumeur se manifeste le plus souvent à l'adolescence. Parce qu'il y a les tumeurs qui se manifestent dans la petite enfance ou bien quelques jours après la naissance. Mais celle-ci se manifeste le plus souvent à l'adolescence. Et ce qui se passe, c'est le cheminement du diagnostic pour arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un cancer. Il a fait beaucoup d'étapes. Et c'est ce parcours de diagnostic qui est difficile parce que dans notre contexte, les médecins et parfois le personnel soignant n'est pas, on va dire comment, n'est pas très vigilant, très attentif pour certains signes et symptômes qui peuvent être liés à un cancer. Par exemple, une tuméfaction, c'est-à-dire une masse qui apparaît chez un jeune enfant à n'importe quel endroit de l'organisme devrait déjà nous faire tiquer qu'il pourrait s'agir d'un cancer. Donc, il faut faire les investigations rapidement, appropriées vers là. Donc, si on commence par un traitement, comme on a dit, pour le rhumatisme articulaire aigu, et qu'après maximum 4 semaines d'injection, il n'y a pas de changement, il serait préférable de faire d'autres examens, comme l'IRM directement. La radio simple du pied nous permet juste de penser qu'il y a quelque chose, donc de suspecter qu'il y a quelque chose au niveau du pied. La maman a très bien expliqué ça en disant que la radio, quand on a examiné le cliché de la radio, on lui a dit qu'on voit quelque chose au niveau du pied, qu'il faut absolument faire l'IRM. Donc c'est un autre examen qui coûte cher malheureusement dans notre contexte et qui ne se fait même pas dans toutes les structures. Donc on était obligé de faire ça pour pour voir apparaître la maladie au niveau de son pied, de son os. Vous voyez? Donc, ce type d'examen, on devrait multiplier les IRM quand on a ces soupçons, cette forte soupçon d'un problème qui perdure au niveau d'une articulation.
Alors, ça ne choisit que les articulations ou alors ça peut sortir partout? Je veux dire, ça choisit n'importe quelle partie du corps. Le chondrosarcome fait partie de l'ensemble des tumeurs osseuses. Vraiment, le corps humain a 208 os, donc ça peut choisir tous les os, n'importe quel os du corps. Et dans les tumeurs osseuses, il y a les chondrosarcomes, qui sont les tumeurs cartilagineuses. Il y a les ostéosarcomes, qui sont les tumeurs de l'os en lui-même. Et puis, dans les ostéosarcomes, il y a aussi les sarcomes d'Ewing. Parce que les ostéosarcomes prennent les tissus, les os longs, on peut dire comme ça. Donc, près du genou, vous voyez, ça a pris au niveau de son genou et loin du cou. Donc, ça peut aussi prendre au niveau de l'humérus, donc du haut du bras, comme ça peut prendre au niveau du poignet. Les sarcomes d'Ewing prennent les os plats, donc ça pourrait être carrément au niveau de la clavicule, de l'omoplate, ou bien des côtes. Donc, la tumeur peut même se trouver au niveau du crâne. Ça peut prendre n'importe quelle partie du corps, de l'os du corps humain. Il faut simplement être vigilant pour chercher à faire les investigations dont l'IRE aime. Le plus souvent quand on a cette forte suspicion. Alors, docteur Ngobou, Stéphane, lorsque vous rencontrez le patient, je veux dire le petit Jaurès pour la première fois, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'il faut commencer par quoi? Est-ce que tout de suite, apparemment, vous vous dites c'est une maladie qu'on peut détecter sans avoir mené des investigations, c'est-à-dire sans faire des examens? Non. Pour être honnête, non, c'est pas possible. Malheureusement, comme Dr Tayo l'a dit, en général, les tumeurs chez les enfants, il y a un retard diagnostique. C'est aussi vrai en Afrique que dans les pays développés. C'est à peu près vers partout. Parce que quand on a une douleur chez un enfant, on a tendance à penser à quelque chose de traumatique. On se dit c'est probablement un traumatisme. À la maison, déjà, on se dit sûrement qu'il a cogné le pied quelque part, ça va finir par passer. Quand on arrive à l'hôpital, on se dit c'est possible qu'il a cogné, il ne dit pas forcément la vérité. On commence à donner des antalgiques et puis on peut aller chercher dans le rhumatisme articulaire aigu. Pourquoi pas? Puisque ça a commencé par cette douleur. Oui. Parce que c'est surtout la douleur qui est au premier plan. Le premier symptôme, c'est la douleur. C'est bien après que la tuméfaction arrive. C'est surtout la douleur. Mais maintenant, c'est surtout quand la douleur elle est persistante et quand elle est d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire une douleur qui le réveille la nuit. C'est là qu'on commence à se dire, mais il doit avoir un souci. Mais quand moi je le vois, il était déjà amaigri, il avait la toux, il avait une difficulté respiratoire, il avait déjà la tuméfaction. Donc le tableau commençait déjà à se dessiner. On ne pouvait plus faire d'autres diagnostics. Il fallait juste à ce moment-là faire un bilan d'extension pour savoir si la difficulté respiratoire était liée au problème qu'on avait au niveau du genou. C'est pour ça qu'on avait prescrit la radio quand on l'a vu. Et la radio est venue effectivement corroborer malheureusement nos craintes. Alors, Samané, comme lui-même le disent d'ailleurs, enfin, les deux disent que c'est juste après cette première chirurgie que la toux commence, la respiration change, je veux dire le rythme est différent de ce qui était avant. Bon, je vous vois venir. On ne peut pas dire que ce soit la chirurgie qui est précipitée sa maladie. Donc la chirurgie ne peut pas être la cause en elle-même du fait qu'il ait des difficultés respiratoires et tout ça. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, on peut supposer que la chirurgie, étant un acte traumatique, ait pu décompenser son état en sorte que les symptômes ressortent. C'est-à-dire les symptômes qui étaient là, la maladie était déjà là, mais ne s'exprimait pas. Donc la chirurgie peut avoir été un facteur favorisant, mais pas une cause. Donc le plus probable, c'est que la chirurgie a juste favorisé l'exacerbation des symptômes. Alors, Dr Tayo s'est dit que ce que vous appelez les métastases, lorsqu'on a un cancer par exemple, ça peut être le cas aujourd'hui avec lui? Malheureusement, les tumeurs osseuses sont l'un des premiers organes où la maladie se dépose, on peut dire comme ça, donc une métastase, c'est les poumons. On pourrait aussi avoir les métastases au niveau du foie. Mais la présence de métastases peut même être au même moment que la maladie se développe au niveau du pied. Donc, en même temps, certaines cellules cancéreuses quittent le foyer, quittent le pied pour aller se greffer au niveau du poumon et évoluent en même temps que la tuméfaction. Mais comme le poumon, c'est un organe père, pendant longtemps, le poumon est maintenu en santé, entre guillemets. Donc, il n'a aucune manifestation. Pourtant, la tumeur se trouve déjà greffée au niveau de ses poumons.
C'est lorsque la tumeur est volumineuse, c'est-à-dire quand il y a plusieurs points d'impact au niveau du poumon qui peut avoir une décompensation respiratoire. Comme maintenant, il a ce qu'on appelle les difficultés respiratoires. C'est une dyspnée sur le plan clinique, une dyspnée liée à l'atteinte pulmonaire de sa maladie. Alors, est-ce que simplement pour cette maladie que vous appelez chondrosarcome, c'est uniquement pour des enfants de son âge? Vous avez parlé, vous avez dit que ça attaque justement, enfin ça commence chez les adolescents, beaucoup plus. Les personnes adultes sont épargnées si jamais elles n'ont pas eu la malchance ou la chance de pouvoir connaître cette pathologie à l'âge adolescent. Oui, malheureusement, parmi les tumeurs, toutes les tumeurs osseuses peuvent atteindre aussi bien les enfants que les adultes. Il n'y a pas de différence. Les adultes aussi sont atteints de tumeurs osseuses, parmi lesquelles le chondrosarcome. Et les manifestations sont les mêmes. Une douleur d'un os, d'un fragment, d'une partie d'os avec augmentation du volume du membre. Et on peut aussi trouver des adultes qui ont d'emblée les métastases pulmonaires lors de la découverte de la maladie. Est-ce que ça fait partie des multiples consultations chez vous, vous qui êtes oncologue médical? C'est des cas rares ou c'est de façon régulière que vous les rencontrez? Heureusement que les tumeurs des enfants sont rares parce que ça représente 1% de toutes les tumeurs qu'on a. En général, même dans le monde entier, les tumeurs des enfants sont extrêmement rares. Et ce qui se passe, c'est que on a eu la chance de diagnostiquer, bien que ce soit au stade où il est métastatique, mais au moins on a eu la chance de diagnostiquer cette maladie. Et maintenant, le but du traitement serait d'abord de stopper l'évolution de la maladie. Parce que la tumeur en elle-même a pour but, comme je le dis souvent à mes patients, le cancer, c'est de tuer la personne. Le but de celui cancéreux, c'est de tuer la personne sur laquelle ça a commencé à se développer. Et le but du traitement, c'est d'abord de stopper l'évolution de la maladie, de faire régresser la tumeur et enfin de faire disparaître la tumeur dans la limite des possibilités. Donc s'il y a la possibilité de faire disparaître la tumeur, les traitements qu'on engage pourront le faire. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'avec le cancer, on a la stabilité, la rémission. Et après des années, sans que la tumeur ne réapparaisse, on parle de guérison. Alors, dans Tanguebou, il y a quand même ce cas qui est pathétique, on le constate, au fur et à mesure que les jours passent, Jaurès perd en poids et en mouvement parce qu'il n'arrive même plus à se déplacer. C'est dire que nous sommes dans la phase des complications de cette maladie parce qu'il n'est pas pris en charge, il est à la maison. Le fait qu'il ne soit pas pris en charge, oui, ça n'aide pas beaucoup. Parce que l'idéal serait qu'il soit dans un cadre où on arrive à maîtriser tous les symptômes qu'il a pour améliorer au moins sa qualité de vie. Il ne devrait pas rester à la maison. Il doit être dans une structure sanitaire équipée avec les professionnels, c'est-à-dire avec des spécialistes comme le docteur Taillou, qui va permettre de lui donner les soins au quotidien dont il a besoin, parce qu'il a besoin de soins quotidiens. Donc le laisser à la maison n'aidera en rien. Même si les étapes de son traitement ont été très bien énoncées tout à l'heure. Donc, il faut déjà qu'on soit capable de stopper l'évolution de la maladie. Ce n'est pas avec un traitement ambulatoire qu'on sera capable de stopper l'évolution de la maladie. Il faudrait qu'il soit hospitalisé. Au décours de l'hospitalisation, qu'on arrive à lui faire peut-être une nutrition parentérale, pourquoi pas, c'est une possibilité. Qu'on continue avec les perfusions de chimiothérapie pour arriver à stopper la maladie. Et je pense qu'en stoppant l'évolution de la tumeur, on peut arriver à régresser jusqu'à ce qu'on arrive au point où on envisage l'ablation de la tumeur qui à ce moment-là fait intervenir les chirurgiens. Mais c'est un long parcours, c'est énoncé, ça a l'air court, mais c'est quelque chose de très long et qui demande pas mal de moyens quand même. Donc il doit être hospitalisé. Dans le reportage tout à l'heure, on a constaté que toute la famille était abattue. Non seulement parce qu'il n'y a plus de moyens, mais parce que tout le monde est affecté à cause de la maladie qui traumatise le Jaurès. C'est-à-dire qu'il y a déjà un choc psychologique pour cette famille. Mais lui qui était habitué à remonter sa mère est même abattu aujourd'hui aussi. Oui, dans les cancers,
En général, il n'y a pas que la personne atteinte du cancer qui est malade. C'est tout l'entourage qui est touché. Parce que même si les autres ne développent pas la tumeur, tout le monde vit sa maladie au quotidien. Que ce soit sa mère qui sera désemparée de ne pas pouvoir aider son fils, ou la sœur qui sera désemparée de ne pas pouvoir aider sa sœur, ou la sœur qui sera désemparée de ne pas pouvoir aider son neveu, tout le monde sera impacté, jusqu'aux amis qui, peut-être en venant lui rendre visite, diront « mais qu'est-ce que je veux bien faire pour l'aider ?» mais ne pourront rien faire. Donc ça fait qu'il y a un climat anxiogène qui s'installe pour tout le monde. C'est en ça que le soutien psychologique est important, aussi bien pour le patient que pour l'entourage. Et tout ça revient toujours à des moyens, à une structure qui est capable d'accueillir tout le monde. Donc il a vraiment besoin d'une prise en charge qui est globale, qui implique lui, un traitement qui est médical, peut-être chirurgical sur la durée, un traitement psychologique pour lui, nutritionnel pour lui aussi, et psychologique pour la famille. Parce que ce n'est qu'en soutenant sa mère que sa mère sera capable de le soutenir, et en soutenant la tante que la tante sera capable de le soutenir lui et soutenir la sœur. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est familiale, si on peut dire ça comme ça. Docteur Tayo, vous qui êtes au quotidien en contact, je vais dire en contact permanent avec les malades du cancer, la prise en charge de cet cas par exemple, est-elle compliquée ou alors elle est longue? Comment est-ce qu'elle commence? La prise en charge des cancers est vraiment longue. Ça commence avec l'annonce du diagnostic. Parce que quand elle est arrivée au bureau, c'est vrai, elle avait déjà le diagnostic. Mais j'ai dû refaire l'annonce du diagnostic, lui expliquer l'implication de ce que cela va changer dans leur vie. Et j'ai dû faire intervenir le psychologue. Parce que chez nous, à l'hôpital de Bonasama, on a un psychologue qui s'occupe de l'aspect psychologique pendant l'hospitalisation. Et au moment là, il a causé avec l'enfant, avec la maman, avec ses soeurs, les tantes qui étaient là. Donc, il a engagé la prise en charge psychologique. Et chaque fois qu'ils vont venir en consultation, parce qu'ils vont venir toutes les 3 semaines, le psychologue sera là pour les aider à remonter la pente, comme moi j'appelle ça. Et déjà sur le plan nutritionnel, on lui a expliqué, nous dans notre service aussi, on fait les conseils nutritionnels pour les enfants et les adultes atteints de cancer. Donc on lui a expliqué quels sont les repas prioritaires, comment est-ce qu'il doit manger, même si c'est en toute petite quantité, et la nécessité de s'hyper hydrater, donc de beaucoup boire de l'eau. Parce que en même temps qu'il est malade, en même temps il faut qu'il fasse fonctionner aussi les autres organes. Donc il faut bien manger, il faut beaucoup manger, il faut beaucoup boire de l'eau. Et en plus de cela, il faut qu'il continue sa vie de relation. Donc, on ne doit pas le fuir à la maison parce qu'il a le cancer. Certaines familles me demandaient même si le cancer est contagieux. Ce n'est pas contagieux. Donc, il doit continuer à être joyeux. Ses camarades de classe doivent venir le voir à la maison. Ça va le motiver à vouloir être traité parce que, en plus du cancer qui est déjà un gros mot, il y a l'implication derrière, pour la population, c'est la mort. Donc, beaucoup perdent le goût de vivre. Et ici, il a la relation, c'est-à-dire la famille, les amis, les voisins, qui sont là pour l'encourager tout le temps. Il aura envie de continuer son traitement, envie de vivre, envie de redevenir premier, comme il était à l'école. Et rien que ça, c'est une motivation pour accepter le traitement. Parce que même le traitement de chimiothérapie, c'est un traitement lourd. Sur le plan financier et aussi sur le plan médical, l'acceptation du traitement dans le corps. Parce qu'il y a les effets indésirables, elle vous a expliqué tout à l'heure, il y a les nausées, les vomissements, la perte de l'appétit qui font en sorte que si l'enfant n'est pas préparé psychologiquement à tout ça, il va déprimer encore plus. Et déjà, si la maman n'est pas préparée à ce que cela arrive, donc on lui donne une fiche des effets indésirables, on prépare déjà l'enfant à avoir ces complications et à agir. Déjà, il est son premier médecin. Parce que moi, je dis souvent aux parents, aux malades, vous êtes le premier médecin. Moi, je viens en renfort pour vous aider pour vous soutenir dans votre combat contre le cancer. Donc, tout ça, on le fait au quotidien. Sa prise en charge sera longue parce que les chimiothérapies, c'est au minimum 6 cures espacées de 3 semaines. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il vient à l'hôpital, il y a les molécules qu'on doit utiliser.
les médicaments, on va changer de protocole au fur et à mesure, c'est lourd. Et à un moment donné, si après la 3e, 4e cure, on fait le bilan de contrôle, donc on refait une radio du poumon. Si la radio du poumon nous montre que les métastases pulmonaires sont en bonne régression, on pourrait envisager de faire une opération. Et l'opération, franchement, c'est encore un autre traumatisme parce qu'avec les chirurgiens, l'équipe chirurgicale, je lui ai déjà dit ça, donc j'ai déjà dit à l'enfant qu'on pourrait être arrivé à faire vraiment une amputation, c'est-à-dire à enlever le pied. Je lui ai déjà dit ça. L'enfant, on a discuté avec l'enfant, ça pourrait arriver, comme ça pourrait ne pas arriver. Donc, il faut qu'il soit préparé dès le départ à toutes les éventualités de la prise en charge. Tout ce qu'on veut, c'est empêcher le cancer de le tuer. J'utilise les gros mots parce que la plupart des malades du cancer ont peur du traitement. Ils ont peur de la chimiothérapie, ils ont peur de la chirurgie. Mais en fait, la première chose dont on doit avoir peur, c'est du cancer lui-même. Si on a peur du cancer lui-même, ça veut dire qu'on doit se battre pour tout faire pour être traité de son cancer et accepter tous les types de traitements. Vous voyez un peu le paradoxe. Parce que il y a par exemple, si on prend le cancer du sein, il y a beaucoup de femmes qui disent que non, je ne veux pas être comme on enlève le sein. Mais on arrive à une étape où on dit non, il faut enlever le sein. Parce que si on n'enlève pas le sein, le foyer primitif, dont l'origine de la tumeur est toujours là. Et à partir de là, la tumeur peut se développer, peut se multiplier encore plus au moment où on va arrêter les traitements. Donc on est obligé d'enlever le foyer primitif de la tumeur. Il faut vraiment, il ne faut pas avoir peur du traitement, il faut avoir peur du cancer lui-même. Parce que c'est ça qui est nous on dit en médecine, la plus grande cause de morbidité et de mortalité. Donc ça entraîne le décès. Il faut combattre ce cancer par ce qu'il y a de plus franc et de plus clair. Il n'y a pas longtemps, on a parlé quand même du cancer juvénile. Je veux dire le cancer chez les enfants. Il était justement question d'amener les parents à comprendre un peu le processus de prise en charge. Mais alors, vous, Stéphanie, est-ce que vous êtes suffisamment informée sur les méthodes ou sur la méthode de cette prise en charge, c'est-à-dire savoir le nourrir, ce qu'il faut qu'il mange et comment est-ce qu'il doit vivre au quotidien pour éviter qu'il soit affecté? Je suis informée parce que moi aussi, j'ai fait des recherches de temps en temps sur Google. De temps en temps, j'ai fait les recherches. Je suis vraiment informée. Et vous respectez? Je respecte. Je respecte. Mais c'est qu'il y a des repas qui sont conseillés pour les malades du cancer. Quand j'apprête ces repas, parfois ils refusent de manger. Il y a par exemple le corosol. Quand je fais le jus de corosol, ils refusent de boire, alors que c'est un jus qui est vraiment conseillé pour les malades du cancer. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que ce n'est pas de son goût ou alors que... Que ça lui donne les nausées. Vous avez discuté avec le médecin? Monsieur. Déjà, elle vous a dit comment la prise en charge va être faite? Monsieur. Et pourquoi vous ne mangez pas ce qu'on vous propose? Vous ne pouvez pas faire un peu d'effort quand même? Monsieur, fais l'effort. Dites quelque chose ou vous voulez dire quelque chose? Quand vous voyez Dr Taillou, vous retrouvez un peu le sourire. Monsieur. Vous dites c'est elle qui vous conseille et qui se propose de vous prendre en charge. Monsieur. Oui. Racontez-nous, vous dites souvent quoi? Et justement, moi, qu'avec elle, je suis sûre qu'elle pourra guérir le pied. Même si c'est qu'on a un peu de temps, on va quand même promener derrière. L'essentiel, c'est de vivre. C'est un peu ça. Oui. Alors, Stéphane, je vous appelle comme ça amicalement. Alors, la maman a dit quelque chose qui touche quand même. Le jour où on lui annonce que on va amputer la jambe de son fils, ou alors que c'était le cancer, elle a perdu connaissance.
c'est un peu... Un peu pour épouser ce que disait le docteur Taillou tout à l'heure, et que lorsqu'on parle, on dit que vous avez le cancer, vous voyez tout de suite la mort. C'est ça. Bon, malheureusement, dans la croyance, on va dire populaire, cancer est synonyme de mort. Je ne vais pas dire que cancer n'est pas synonyme de mort. Je ne vais pas dire que cancer c'est synonyme de vie, mais ce n'est pas synonyme de mort. C'est une maladie dont on peut guérir. C'est vrai qu'elle a très mauvaise réputation. Il n'y a pas une maladie qui a très bonne réputation. Mais ça peut se comprendre qu'elle ait eu cette réaction-là. Parce qu'il y a quand même un contexte derrière l'annonce de la maladie. Quand elle explique qu'elle a décidé d'arrêter d'avoir des enfants, qu'elle a été abandonnée par son époux, ça montre quand même que tout le contexte n'est pas favorable à ce qu'elle puisse accueillir une telle nouvelle avec, on va pas dire elle a des émotions quand même. Alors, à un moment donné, elle va forcément se sentir submergée. C'est pour ça que le soutien psychologique chez elle aussi est un pan très important. Parce que arriver à supporter la nouvelle, à gérer le bébé, parce que c'est encore un bébé, toute seule, à gérer les dépenses, en soi, c'est déjà surhumain. Donc ça se comprend tout à fait qu'au moment où on lui parle de cancer, étant seule avec son fils, qu'elle perde connaissance. C'est un peu logique. C'est un peu logique. Mais j'ai envie de lui dire que cancer n'est pas synonyme de décès. Il y a des possibilités. Ce n'est pas toujours fatal. Quand on dit que tu as le cancer, ça ne veut pas dire qu'à 100%, tu vas décéder. Non. Si à 100% tu allais décéder, c'est qu'on ne serait pas en train de faire des protocoles, à déployer, à attirer des spécialistes, des psychologues, des consultations, des protocoles qu'on va changer, des examens qu'on prévoit. C'est qu'il n'y aurait pas de stratégie thérapeutique en fait. S'il y a une stratégie thérapeutique, ça veut dire qu'il y a quand même un objectif qui se veut heureux qu'on est en train de viser. Donc cancer, ce n'est pas mort. C'est logique avec le contexte qu'elle ait perdu connaissance, mais je pense qu'il y a quand même avec les moyens qu'il faut, on peut avoir des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir qu'on peut quand même avoir, même si on parle de cancer. Alors, puisque vous avez un goût très poussé pour la chirurgie, Oui. est-ce qu'il fallait aboutir à ça? C'est-à-dire qu'il fallait passer par là, par la chirurgie, pour savoir que c'était un cancer? Le cancer est diagnostiqué par une analyse histologique, c'est-à-dire on fait un prélèvement de la grosseur et puis on analyse pour savoir exactement quelle est la nature. Donc dans son cas, la seule alternative, c'était de faire une biopsie directe. La biopsie, elle ne pouvait se faire que dans un bloc opératoire. Donc il fallait passer par une intervention chirurgicale pour faire une biopsie. Maintenant, la biopsie, on aurait pu peut-être, en fonction du moment où on l'a vu et des examens et des bilans d'extension, comme on dit, pour voir s'il y avait des métastases à ce moment-là, on aurait pu planifier une biopsie exérèse, c'est-à-dire on essaye d'enlever la tumeur et puis on prélève une partie pour analyser. Mais ça dépend vraiment de ce que les praticiens, au moment de faire la biopsie, ont trouvé. Parce que n'étant pas là, je ne peux pas présumer de la raison pour laquelle ils ont choisi de faire rien que la biopsie. Parce que pour dire qu'on fait rien que la biopsie, pour dire qu'on fait une biopsie exérèse, il faut savoir exactement où est-ce qu'on va. Parce que le mauvais côté, si on n'a pas une bonne planification et qu'on enlève la tumeur, ça va repousser. Ce qui peut avoir un impact, psychologique qui n'est pas très bon. Et deux, ça peut avoir tendance à repousser beaucoup plus vite que la première fois. Donc c'est souvent préférable de ne faire que le prélèvement d'un petit bout et d'analyser pour savoir exactement de quoi il retourne. Avant d'avoir ce petit échantillon qu'on a analysé, on pouvait très bien continuer à penser que c'est quelque chose de bénin. Parce qu'il y a aussi des tumeurs qui ne se propagent pas. C'est-à-dire qu'on a une tumeur qui reste localisée et qui, après une intervention, on n'en parle plus. Donc il fallait déjà analyser et ça ne pouvait passer que par une intervention ou par une biopsie. Oui. Alors, docteur Taillou, on constate que c'est allé un peu vite chez lui, à peine 4-5 mois. On constate qu'il a déjà un problème respiratoire parce que ça fait partie des métastases. Peut-être que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas un délai pour circonscrire aussi vite la maladie lorsqu'on la découvre? Non, ils ont expliqué que la tumeur a commencé en 2019. La masse en elle-même a commencé en octobre 2020. Donc, la partie visible de la masse, en fait. Il faut savoir qu'une tumeur, avant qu'elle soit palpable,
c'est-à-dire avant qu'on ne sente, on ait la sensation de la tumeur. La tumeur doit avoir au moins 10 puissance 9, donc 1 milliard de cellules, pour qu'on ait 1 gramme de tumeur. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si au moment où la maman, sur le plan, on va dire macroscopie, donc elle voit la grosseur de la tumeur, ça veut dire que la tumeur évoluait déjà depuis un bon moment. Et il y a des tumeurs qui ont la capacité de se multiplier très rapidement. Donc là, on parle de quelque chose comme des mois, 6 mois, 1 an. Et il y a des tumeurs qui ont l'habitude de se multiplier extrêmement lentement, qui pourraient même aller sur 10, 20 ans. Vous voyez? Donc, la vitesse de croissance de la tumeur n'est pas, ce n'est pas par rapport à ce qu'on voit. À partir du moment où on voit, la tumeur a déjà pris un bon moment avant d'être visible. Donc, je dirais qu'en octobre 2020, quand ils constatent la tumeur, en revenant en arrière, ça pourrait déjà être 6 mois avant que la tumeur a au moins commencé à avoir les manifestations. Donc, les cellules, la mutation a eu lieu depuis longtemps. Vous voyez? Donc, si c'est pour dire que l'atteinte pulmonaire, les tumeurs osseuses ont une grande affinité vers les poumons. Donc, c'est très rapidement que les tumeurs migrent, les cellules cancéreuses migrent vers les poumons avec les tumeurs osseuses. Donc, on pourrait même dire que la métastase est métachrone. Donc, au moment où il y a la tumeur, c'est au même moment où il y a l'atteinte pulmonaire. Mais son organisme en général, vous savez, naturellement, le corps se défend contre les tumeurs. On a ce qu'on appelle les cellules tueuses naturelles qui se défendent, qui luttent contre toute apparition d'une mutation, d'une cellule anormale dans l'organisme. Donc, naturellement, ces cellules de défense ont combattu ces tumeurs-là. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas les manifestations bruyantes qu'on a aujourd'hui. Et il y a un moment où l'organisme seul se fatigue. Donc, on n'arrive plus à contenir la tumeur. Lorsque la tumeur a une certaine taille, où l'organisme n'arrive plus à contenir, les signes sont visibles, paf, en éclat. On a l'impression que c'est à ce moment que la tumeur commence à exister. Vous voyez? Donc, chez lui, comme chez presque tous les patients atteints de cancer, lorsqu'on voit les manifestations, la tumeur a déjà eu un peu de temps pour se manifester. C'est la raison pour laquelle, avec le cancer du col de l'utérus, par exemple, je viens dans le cancer du col de l'utérus, le 8 mars, ça sera le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc, le cancer du col de l'utérus, on a la chance qu'on peut détecter ça avant que ce ne soit une tumeur maligne. Lorsqu'il y a la tumeur, lésion précancéreuse. Donc, dès le départ, il y a ce qu'on appelle l'infection avec le human papillomavirus. C'est un virus sexuellement transmissible qui a plusieurs variantes. Il y a la variante qui crée le cancer du col de l'utérus. Donc, chez les filles qui ont eu les rapports sexuels, à partir de 1 an, 2 ans après les premiers rapports sexuels, il faudra faire ce qu'on appelle le dépistage de l'human papillomavirus. Si on dépiste cette souche-là, la souche virulente, on peut surveiller la jeune fille. C'est-à-dire qu'elle fait des frottis cervico-vaginales. C'est un examen du col de l'utérus pour détecter s'il y a la présence des lésions précancéreuses. À un certain moment, les cellules du col de l'utérus changent. On appelle ça des dysplasies. Donc, elles deviennent des lésions précancéreuses. Et on peut détecter ça avec une biopsie du col de l'utérus. Quand on a une lésion précancéreuse, l'étape, c'est de regarder quel est l'âge de la femme. Si c'est une femme qui ne veut plus accoucher, qui ne peut plus accoucher, on peut lui proposer l'ablation totale de l'utérus. Donc, on enlève totalement l'utérus. On fait ce qu'on appelle une hystérectomie. En enlevant l'utérus, on enlève le col de l'utérus et on arrête l'évolution de la tumeur. La personne n'aura plus jamais le cancer du col de l'utérus parce qu'on a enlevé avant que ça ne se manifeste. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, avec les âges d'évolution, on a la chance avec ces lésions précancéreuses. On a aussi la chance avec le cancer du sein. On demande de faire les mammographies. Parce qu'avec les mammographies précoces, on peut trouver la lésion avant qu'elle ne devienne très grosse. Avant même que la patiente elle-même ne palpe son sein et sent une boule dans le sein, la mammographie peut détecter de façon précoce la présence de la tumeur. Et on fait le traitement précoce pour que ça ne donne pas des métastases. Pour le cancer du côlon, je vais aller dans les préventions de tous les cancers. C'est nécessaire de le rappeler. Parce que pour le cancer du côlon, il y a ce qu'on appelle la détection du sang occulte dans les selles.
Dans les pays développés, on leur envoie même un SMS. Chez les hommes et les femmes à partir de 50 ans, on dit venez faire un test à l'hôpital. On prend le sel et on recherche le sang occulte. Ici au Cameroun, on fait ça avec le Centre Pasteur. À partir de 50 ans, le médecin peut vous écrire détection du sang occulte dans les selles. Donc c'est les selles qu'on examine. Si on trouve des traces de sang microscopiques dans les selles, on peut vous demander de faire une colonoscopie. C'est-à-dire qu'on envoie un tuyau, il y a ce qu'on appelle une fibroscopie du côlon. On envoie par l'anus et on regarde avec la caméra pour savoir s'il y a des lésions précancéreuses. Si vous avez ce qu'on appelle des polypes, ce sont des lésions précancéreuses qui peuvent demander une action rapide. Vous voyez? Donc, on va détecter avant que la tumeur ne soit cancéreuse. Et il y a pour le cancer de la prostate le dosage des PSA. Prostatic Specific Antigen. On fait un prélèvement sanguin à partir de l'âge de 50 ans pour voir si le PSA a augmenté de volume. Si le PSA a augmenté de volume dans le sang, on vous fait ce qu'on appelle une échographie de la prostate. Quand on fait l'échographie de la prostate, si on trouve des nodules suspects, on fait la biopsie. Là, on peut trouver les nodules suspects avant que ça ne se manifeste, avant que ça ne soit des métastases. Donc, il y a c'est pour vous dire que les cancers, maintenant, c'est la prévention qui est la première arme. La première arme. Si dans une famille comme chez lui, on a constaté qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il faut surveiller et sa maman au niveau des seins, au niveau du col de l'utérus. Il faut surveiller son grand frère dans son évolution. Quand il a un petit mal, n'importe quoi, il faut qu'il vienne à l'hôpital pour que s'il y a un autre problème, on le détecte de façon rapide et on prend des mesures qui s'imposent. Très bien. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre Regard Social. Vous avez bien entendu quelques explications aussi importantes ce soir sur les différents cancers, puisque nous sommes dans le mois de la femme. Vous avez parlé du cancer du col de l'utérus, du sein et bien d'autres cancers aussi, et surtout le cancer de la prostate pour ce qui est des hommes. Merci bien. Alors, vous avez dit également qu'on peut guérir du cancer. De quel cancer, par exemple? Vraiment, presque tous les cancers, on peut guérir quand c'est détecté tôt. Vraiment, quand je vous ai dit au stade de lésion précancéreuse ou au stade 1, lorsque la tumeur n'est que de quelques millimètres, nous on dit en médecine 2 à 3 centimètres. Là, avec la chirurgie, on enlève. Parce que la chirurgie, au départ, c'est le premier traitement d'un cancer. Il faut enlever la tumeur. Si la tumeur est vraiment limitée, circonscrite, il n'y a pas de métastase. Là, on enlève, on guérit. Presque tout. Les cancers du sang, les leucémies, là, c'est plus difficile. Mais avec les chimiothérapies, il y a plusieurs séquences sur 2 ans de chimiothérapie, on peut guérir d'une leucémie. Il y a les greffes de moelle osseuse. Si on fait une greffe de moelle osseuse, on peut guérir d'une leucémie. Vous voyez? Donc, il y a des types de traitements qu'on a déjà développés qui permettent de faire guérir un cancer. Maintenant, nous, avec notre niveau de pays sous-développé, l'alarme, c'est vraiment le dépistage précoce. Très, très précoce. Par les préventions, les campagnes, les informations. Comme on est là à la télé, vraiment, ceux qui sont à la maison, s'il y a quelque chose qui vous paraît suspect, il faut venir à l'hôpital. Il ne faut pas rester au stade où on pensait que ça pourrait être. Il faut venir à l'hôpital pour qu'on vous dise que ce n'est pas un cancer. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut venir à l'hôpital pour qu'on vous donne la bonne nouvelle que ce n'est pas un cancer. Il ne faut pas rester dans la suspicion et 1 an après, 2 ans après, on se retrouve avec des métastases. Vous voyez? Donc vraiment, si le cancer guérit lorsque c'est détecté tôt. Et c'est pris en charge adéquatement de façon précoce aussi. D'accord. C'est très intéressant de le savoir. Alors, il y a cette prise en charge, la prise en charge du petit Jaurès, qui est une prise en charge multidisciplinaire que nous allons suivre. C'est vraiment multidisciplinaire. C'est tout le monde qui doit être impliqué. Psychologue, nutritionniste, oncologue, chirurgien orthopédique. Et il y a même l'appareillage qui devrait être évoqué à un moment donné. Parce que si tout évolue comme on espère, c'est-à-dire avec tous les moyens, si on arrive à avoir les moyens de le prendre en charge et que les choses évoluent comme nous l'espérons et qu'on arrive au stade où on peut revenir à la chirurgie, si la marge est trop grosse et qu'on se retrouve à amputer la jambe, malheureusement, il faudra qu'on lui permette de se mouvoir plus tard. Et là, ça implique aussi
des prothèses, ce qui est encore une autre spécialité médicale. Donc au BAM, on se retrouve avec une équipe de 6-8 personnes de différentes spécialités à peu près. Donc avec tout ça, on peut, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on perd en mettant tous les moyens en jeu? Rien. On gagne la vie. On gagne plutôt, parce qu'on n'a rien à perdre en mettant 10-20 personnes. On ne perd absolument rien. Au contraire, on a tout à gagner à faire en sorte que le maximum de moyens, le maximum de personnes soient impliquées dans sa prise en charge. Parce que moi, je suis impressionné par lui, le patient, parce qu'il est souriant. Il a envie de partir à l'école. Pendant la consultation que j'ai eue avec lui, c'était « Docteur, je ne peux pas encore composer le BPC. » Ça veut dire que je peux composer le BPC, non? Donc, c'est-à-dire il est optimiste. Et quand on a un patient qui est comme ça, optimiste, qui a envie que les choses aillent bien, pourquoi on ne va pas l'aider? Il vous encourage, vous le médecin, à le prendre en charge. Tu te dis, lui, il faut vraiment que je fasse le maximum. Malheureusement, le médecin ne traite pas qu'avec ses doigts. Si c'était possible de ne traiter qu'avec ses mains, on aurait donné nos mains pour le soigner. Mais il faut des moyens, il faut des médicaments, il faut des infrastructures. Et on a vraiment besoin que tous les téléspectateurs de Regard Social… Vous convoquez justement la solidarité agissante, bien entendu. Oui. On voit bien comment les âmes de bonne volonté accompagnent la plupart des cas que nous présentons ici. C'est ce qu'il faut, puisqu'il faut assez de moyens pour sa prise en charge dans totale. Oui, oui. Déjà, la chimiothérapie, c'est l'ensemble de molécules. Il faut acheter les médicaments. 2, il faut qu'elles soient administrées en intra-hospitalier. Donc, il est hospitalisé durant ces chimiothérapies. Et en allant plus loin, comme disait le docteur tout à l'heure, si on avait la possibilité d'avoir la maison des parents, parce que c'est un système qui permet en sorte que l'enfant malade soit logé soit dans l'hôpital, soit à proximité de l'hôpital, de manière à ce qu'il n'ait plus à prendre de taxi pour venir. Parce que je crois que vous êtes à Ville, à Dorpassi, c'est loin pour arriver à Bonasama. Donc s'il y avait la possibilité d'avoir la maison des parents, il serait logé à proximité de l'hôpital. C'est un projet pour le Cameroun ou alors Là, il faut demander au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, au ministère de la Santé, pour avoir une maison des parents. En 2017, j'étais au Gabon où la femme du président Omar Bongo, Ali Bongo, inaugurait la maison d'Alice. Donc c'était pendant la CAN remportée par le Cameroun, on a inauguré la maison d'Alice, c'était la maison des parents. Elle a fait construire une maison juste pour loger les parents et les enfants atteints de cancer à Libreville. Parce que c'est surtout ceux qui habitaient loin et qui ne pouvaient pas venir chaque semaine ou bien une fois toutes les 3 semaines pour suivre leur thérapie. Et ça s'appelait la maison d'Alice, du nom de la première fille, du premier enfant qui a été traité et guéri d'une leucémie au Gabon. Vous voyez, donc ça m'a impressionné. En 2018-2019, j'étais au Maroc. Là, au Maroc, on avait la maison à Fès, on avait la maison des parents où tous les enfants étaient logés. J'ai même eu la chance d'être logée là-bas avec les enfants atteints de cancer. Donc, j'ai passé 6 mois à la maison des parents avec les enfants. C'était super. Donc, vous voyez, en même temps, ils ont les médecins sur place. Ils ont l'hôpital à proximité. C'est comment ne pas avoir un fort taux de guérison dans cette situation-là, dans ces conditions. Ils étaient nourris. J'ai mangé avec eux, avec les enfants atteints de cancer, et ils m'apprenaient même à parler l'arabe. Donc vous voyez, c'est convivial, et puis ils n'ont plus peur des médecins, ils n'ont plus peur de la blouse blanche, ils n'ont plus peur du traitement, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans un milieu hospitalier permanent. Et la famille même, n'a plus la phobie de la chimiothérapie, n'a plus la phobie de la chirurgie. Il y avait des enfants là-bas qui étaient amputés et qui étaient là avec nous, qui étaient joyeux, qui jouaient, il y avait les toboggans, tout ce qu'il faut. Il y avait l'école même dans la maison des parents. Donc si on a la chance d'avoir ce genre de structure, c'est l'idéal. D'accord. Alors, vous avez fait des propositions aux responsables de notre pays, au ministre de la Santé par exemple, au ministre de l'Habitat aussi, lorsque vous êtes revenu? Oui. Oh, là, je profite de votre plateau pour le dire. Hein. Ça c'est idéal, c'est l'idéal vers lequel tout pays tend à arriver. Et avec le temps, moi, je pense que nous, le Cameroun a fait beaucoup de choses dans la santé. Pour vous dire ça, parce que je suis médecin oncologue et j'ai été affectée dans un hôpital de district. Je suis à l'hôpital de district de Bonasama. Ça, c'est déjà une grande chose pour la proximité avec les malades.
j'étais à l'hôpital général de Yaoundé avant, et pour la proximité avec les malades, j'ai été affectée dans un hôpital de district. C'est déjà, pour le ministère, c'est un grand pas, parce que les malades atteints du cancer ont souvent du mal à avoir un rendez-vous chez un oncologue. Donc, je me retrouve en train d'être très accessible. Déjà sur le plan du coût de la consultation, sur le plan des examens qui sont faits dans l'hôpital de district, sur le plan de la chirurgie, parce que la chirurgie est de toutes les façons moins chère dans l'hôpital de district par rapport à aux hôpitaux de première catégorie. Et dans l'hôpital de district de Bonassama, on a aussi un chirurgien, on a un chirurgien pédiatre, un chirurgien oncologue, on a les pédiatres, on a plusieurs spécialistes. Donc vous voyez ça déjà un grand pas pour le ministère d'avoir décentralisé les spécialistes dans les hôpitaux de district. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut qu'on retrouve tous ces spécialistes dans pratiquement tous les districts de santé. Oui, les districts de santé ont déjà beaucoup de spécialistes. Il y a les ophtalmologues dans les hôpitaux de district. Donc, vous voyez, c'est un grand pas. D'accord. Alors, Stéphane, nous sommes dans la phase des propositions là maintenant. Il est question de trouver des moyens pour la prise en charge véritable de cet enfant. On évoque bien entendu la magnanimité de ceux qui nous suivent avec sans doute ce geste de cœur qui est souvent fait pour aider, accompagner ceux qui passent sur ces antennes. On ne peut que se tourner vers eux. Je pense que je s'adresse à eux tous ce soir. C'est vraiment chacun qui regarde aujourd'hui devrait... on ne peut qu'être touché en fait. Et je pense que apporter une petite contribution pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils puissent espérer retourner à une vie normale, ce serait l'idéal. On a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir le prendre en charge, vraiment de beaucoup. Et malheureusement, on a besoin de beaucoup sur la durée. Ce n'est pas des moyens qui seront ponctuels. Ce n'est pas pour une semaine ou 2 semaines, c'est sur la durée. Donc il faudrait que le maximum d'âmes de bonne volonté essaye de contribuer au maximum pour qu'on puisse apporter des soins adaptés à Jaurès. D'accord. Vous allez vous investir davantage pour sa prise en charge? Oh, je suis disponible. Merci. Je suis disponible. Merci à vous également, Dr Taïou. Vous allez aussi, on vous voit déjà que vous êtes là, vous êtes en plein dans la prise en charge de Jaurès. Oui, je vais vous donner une anecdote. C'est vrai, la maman a raconté qu'elle m'a vu à la télé dernièrement et elle est arrivée à Bonassama, elle m'a confié son fils. Donc vraiment, avec tout ce qu'on peut, les moyens dont on dispose à l'hôpital et la chaleur déjà d'être maman comme elle, nous nous battons ensemble pour le bien-être, le confort de son fils. Et on va continuer dans ce sens-là, pour lui et pour tous les malades dont j'aurai à ma charge. Merci. Merci à vous d'être venu. Dr Taïou, vous êtes oncologue médical. Vous travaillez pour l'hôpital de district de Bonassama. Merci. À vous également. Merci aussi à Dr Gebou, Stéphane. Oui. Vous êtes en clientèle privée. Oui, c'est ça. Merci également à vous aussi, Jaurès. C'est le sourire retrouvé un peu. Merci. D'accord. C'est dit qu'il y a de l'espoir chaque fois qu'on peut passer sur le plateau de Regard Social pour s'exprimer, pour poser son problème. Il y a une possibilité. Merci également à vous, Stéphanie. Merci, monsieur le président. Stéphanie, c'est quelque chose. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous allons marquer une pause, le temps de vous présenter un des cas qui est déjà passé sur ces antennes. Et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Par la suite, Emilienne sera déportée de l'hôpital de Deido pour la Quintini, où elle va mettre au monde son bébé. Mon médecin qui me suivait m'a envoyé encore presque 1 million. Sans emploi, le père de bébé Chris n'a que la plomberie qu'il pratique à ses heures perdues pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Moi, je suis un débrouillard, donc
je suis là comme vous voyez là. Donc, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux faire, si je vois que je peux faire, je le fais. Mais je suis quelqu'un de débrouillard comme ça là, donc j'ai aussi fait de faire dans des trucs comme la plomberie, et puis c'est ce que je fais le plus souvent. Donc quand un client m'appelle, je viens aussi. S'il me donne 5 francs, moi aussi, je vais pas aussi ajouter, j'ajoute aussi donc pour accompagner la maladie de l'enfant. La grand-mère de bébé Chris, partie de son village Bomonombanjetou, car informée de l'état de santé de son petit-fils, est impuissante face à la situation et en perd même le sommeil. Mais je ne m'attendais pas que c'est ici, c'est comme ça que je devais survivre. Je suis déjà dépassée. Je viens caler ici en route, je suis calée en route à cause de mon petit-fils. Quand je vois que ça ne va plus, je ne sais pas ce qui ne va pas, j'appelle le docteur et je dis que docteur, bébé Moukala ne me laisse pas dormir, je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle me demande si je peux arriver en urgence à l'hôpital. Je dis que docteur, je peux arriver. Entre médicaments et hôpitaux, les parents de bébé Chris ainsi que sa grand-mère sont au bout du rouleau et vous tendent la main pour venir en aide à cette âme innocente. C'est mon premier fils, pardon. Pardon seulement, je vous en supplie. Aidez-moi à sauver mon fils. Je ne sais plus où commencer et surtout que chaque semaine, il faut que l'enfant ait en consultation, il faut dépenser au moins 15 000 francs. C'est-à-dire, y compris avec les médicaments, c'est-à-dire, je suis déjà à bout. Ce que je peux demander, c'est que si vraiment Dieu peut faire en sorte que les hommes de bonne volonté puissent nous venir en aide pour vraiment sauver la vie de mon enfant, de mon fils que vous voyez couché là. Je demande à toute personne de bonne volonté, pardon, de pouvoir mettre les mains dans la poche pour pouvoir me faire sortir dans ces ténèbres brutes. Ouais. Mais on m'a désiré. Mule mama ndezi omu mundu wa Cameroun mese na ba mi ne combat doala na tela mbato mese na ba mundu mese na bioso Cameroun bi obu amba ndezi abonyango mbi obu amba ndezi lo zimbe amba na mende ya nebe petola date te nebe pompe na nja ndenje nebe penya na ibolo ya bola benya munanyu ebi na mende ya balo na tiki bi obu amba ndezi lo sumi banya mu mwititi na nene mwititi mona mo so lo bu semba te na ba pena bwe mienge sepe munam te ba ina bwe mu nyenge nyana ne pa menatika. Et voilà le petit bébé Christ. C'est un bébé, c'est un nourrisson pratiquement, voyez-vous, qui a des problèmes de testicules dans son ventre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez son ventre prendre du volume. Et les médecins ont d'ailleurs estimé tout ce qu'il faut pour sa prise en charge. Irène Tembe nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Vous arrivez à l'instant avec un ouf de soulagement ou alors un brin d'espoir pour Jaurès. Oui, un brin d'espoir. Et je suis sûre que d'ici peut-être 3 à 4 mois, Jaurès de maintenant ne sera plus le Jaurès qu'on a actuellement sur nos plateaux. Nous tenons déjà à dire merci à ces hommes de bonne volonté qui ont vraiment participé, qui ont contribué, qui ont partagé l'émotion de la maman et du petit Jaurès sur ce plateau. Et les différentes contributions que nous avons perçues, à ça il faut le saluer Flavien, que nous avons perçues tout au long de cette émission, sont les suivantes. Famille Tchakwami, 9 000 francs. Le Cordeau de Manjo, 2 000 francs. Nadège Ndiokameli, 1 000 francs. Abdul Rahman Nasser, 10 000 francs. Adran Binkanyo Konji, 1 000 francs. Afrique Santé Nature de Baham, 3 000 francs. Alain Zodé, 1 600. Alida Semaine depuis Libreville, 3 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 000 francs.
Ange Merveille Dio, 10 000 francs. Annie Victorine Aminfak, 2 000 francs. Anonyme de Japoma, 3 000 francs. Arlette Tatiana Gongang Tekwa, 3 000 francs. Asobo Aris, 5 000 francs. Augustine Di, 2 000 francs. Bensikin Basso de Banté, 1 500. Berthe, 800 francs. Bertine Aurélie Menye-Nwembe, 20 000 francs. Bienfaiteur du Kaofu Simbok à Yaoundé, 3 000 francs. Karine de Lorbessou, 2 000 francs. Chancel Boris Assakwemeni, 2 000 francs. Chanceline Mala, 5 000 francs. Christelle Metenemeza, 1 000 francs. Clarisse Kado Kwekam, 3 000 francs. Darline Ngemo Tezameza, 1 500. David Sop, 1 000 francs. Élie de Laurence Tankou, 2 000. Elisabeth Nima Mabo, épouse Mélie Tchagé, 10 000 francs. Elsie Blonde Chamba, 2 000 francs. Emmanuel de Yaoundé Abiemasi, 10 000 francs. Emmanuel Fonle, 5 000 francs. Engeme Eboué, 2 000 francs. Ewan Ebouele Eric, 5 000 francs. Famille Bouya Andorpassi 2, 10 000 francs. Famille Kamo à Yaoundé Meleng, 2 500. Folefak Bertrand Tchagé, 5 000 francs. Fotsa Makou Fouette, 500 francs. Françoise Massé, 4 500. Gaëlle Lynn Fengo, 1 000 francs. Germaine Claire Mewe, épouse Fossi, 5 000 francs. Gilbert Chofak, 500. Ghislaine Mening Nang Tezap, 1 000 francs. Gustave Kouane, 1 000 francs. Amidou Mohamadou, 1 000 francs. Aris Asobo, 5 000 francs. Hippolyte Moafomene, 2 500. Junie Francine Semeux, 1 000 francs. Kamga Victorine, 5 000. Kemba Tchafak Urich Indret, 1 500. Kowak Sidonie Alimbe, 4 000 francs. Kounjom Abdou Abzi, 3 000 francs. La maman de Chris, 1 000 francs. Larissa Matenende, 1 000 francs. Luther Tabego Kamga, 5 000 francs. Liotezit Pechoko, 10 000 francs. Mabea de Tchang, 2 000 francs. Maman Coco de Niala, 5 000 francs. Maman Monkan Marie-Louise de Manjo, 1 000 francs. Marthe Tim Amayan, 1 000 francs. Martial Oscar Zusefoposi, 3 000. Bumbo Kwete Roger, 5 000 francs. Mersemine Nadège Yimga, 5 000 francs. Mère de Aaron, 1 000 francs. Madame Gongo de Djombe, 2 500. Madame Gako Émilie de Manjo, 1 000 francs. Madame Tchagé, 50 300. Mouté Luc Abafoussam, 5 000 francs. Mouzom Aboulé, 5 000 francs. Nadine Violette Akana, 1 000 francs. Ndefote Nesèche, 1 000 francs. Ndongo Gepi, 4 500. Néline Gamsop, 1 000 francs. Nicolette Marie, 5 000 francs. Njori Raïmatou du côté de Fumban, 1 000 francs. Odile de Chang, 500 francs. 5 000 francs, pardon. Odile Georgette Chameni, épouse Ndjemo, 5 000 francs. Papa Chanko Augustin de Manjo, 1 000 francs. Paul Kamgem Kanwa, 2 500. Petsoko épouse Kwe, 5 000 francs. Philogue Mekuate Takam, 2 000 francs. Pierre Sandrine Mabé, 500 francs. Pour Loveline Nongin épouse Monté, 10 000 francs. Régine Félicité Tchoka Azafak, 1 000 francs. Rigobert Atepiele, 2 500. Rigobert Bakake, 3 000 francs. Rodrigue Martial Ndifo, 20 000 francs. Simplice Nadjo, 2 000 francs. Symphorien Poissy Tchabé, 2 000 francs. Talassimo Blaise, 2 000 francs. Tatan Fokou Gédéon depuis Bafoussam, 3 000 francs. Tachoum Eli, 2 000 francs. Théophile Bachao, 5 000 francs. Thérèse Boye, 2 000 francs. Thomas Tamungwa, 2 000 francs. Un bienfaiteur de Koto, 20 000 francs. Une chrétienne KREM, 10 000 francs. Une donatrice, 2 000 francs. Vernon Pena, 5 000 francs. Virginie Christian Atangana, 1 400. Wafo Kwebche Henri, 2 500. Wambon, 2 000 francs. Weng Legne Situi, 10 000 francs. Yimga Nadège en Konsamba, 5 000 francs. Yvette Ngemou Kamsou, 2 000 francs. Yvette Flore, Juida Fosso, épouse Tafo, 2 500. Une famille depuis Tam-Tam à Yaoundé, 5 000 francs. Maindo Lucie, 3 000 francs. Sahage Douanla, 2 000 francs. Nouengamo, 1 000 francs. Aimé, 1 000 francs. Maboutoussi, 5 000. Tametsa, 1 500. Poigny Siewe, 1 500. Et Moda from Bonaberi, 3 000 francs. Famille Tchagé Alropom, 1 000 francs. Nous avons un montant pour le cas du petit Jaurès de 467 400 francs CFA.
Et ça fait partie des contributions. Oui, ce sont des contributions spontanées. Spontanées, il faut bien le préciser. Spontanées qui se sont effectuées lors de l'émission. C'est-à-dire, il y a de cela 2 heures de temps que nous avons perçu ces différentes contributions de 21h jusqu'à ce moment. Nous disons déjà merci à ces personnes, merci à ces âmes de bonne volonté parce que franchement, ça nous donne la main sur le cœur de continuer ce travail et nous continuons les contributions. Pour le cas du petit bébé Chris, les différentes contributions perçues sont les suivantes. Maman Jeannette, 1000 francs. CK, 5000. Bienfaitrice, 5000. Kenye Eric Bebel, 2000. Famille Tuendem Cécile de la Belgique, 5000 francs. Maman Evelyne and Children of Yaoundé, 10 000 francs. Famille Tiao, 3000 francs. Bienfaiteur DDJC, 5000 francs. Ngeme Maha, 5000 francs. Amour volontaire, 2000. Et Paul Quinte, 1000 francs. Groupe for the sake of Chris Family, 50 000. Madame Djantou et sa famille, 3000 francs. Un chrétien, 5 000 francs. Les Mireilles de Yaoundé, 45 000. Une chrétienne, 10 000 francs. Une bienfaitrice de l'Orbe-Sou, 10 000 francs. Bienfaiteur, 3 000. Bienfaiteur des États-Unis, 10 000. Bienfaitrice, 2 000. Camelo de Bolova, 2 000. Goumela Igna, 500. Kwam Pauline du Gabon, 2500. Angou Akwani Febe, 1500. Mohamedou, 2000. Aimé, 2000. Ngodiel, 1000 francs. Berignou Toumé Samira, 3000 francs. Adrienne Lekomo Imele, 5 000 francs. Gilbert Gakemela de Balmayo, 20 000. David Donagin Fak, 5 000. Sani Niasiri, 3 000. Taga Kouzinou, 2 000. Famille de Yaoundé, 15 000. Sibefo Tango, 5 000. Poacha, 5 000. Mouanfo, 1000 francs. Le couple Tchawa, 2 000. Mengue Raïssa, 2500. Idriss Sunda, 500 francs. Antoinette Betia Dieu, 1500. Rosalie Cogné, épouse Koué, 2 000 francs. Derrick Michel Tagetakou, 2 000. Choutan, 1500. Mimboé, 1500. Mimboé, 2000. Jeannette Ndjoukoué, épouse Tetou, 1500. Bienfaitrice de Loum, 1000 francs. Alain Zodé, 1000 francs. Morissette Meigné, épouse Fokwen, 1000 francs. Alice Machoubou, épouse Moafo, 5000. Aline Mafopa, épouse Bouzeko, 1000 francs. Famille Guadjo, 2000. Joaquin Pelagi, 2000. Amidou Mohamadou, 1000 francs. Tepadem Kenny Chali, 5000. Ngange Kamre Magua, président du GPS Association, 5 000. Steve Ussil Joël Torbia, 1000 francs. Sandrine Djankou, épouse Kenyé, 3 000. Famille Temben depuis Yaoundé, 1000 francs. Choko Gwe, 1500. Edmond Ebaï de Kumba, 1500. Vanel Laure de Bonabo, 1000 francs. Famille Guadjo, 2000 francs. Bienfaitrice, 1600. Semo Gilbert de Loum, 1500. Esther Pila Kenak Padjo, 2500. Landry Fodjou Choda, 1000 francs. Joël Macho Anoko, 1000 francs. Niati Lu René, 5000 francs. Famille Kemonye, 10 000. Austin Willy Nitendem, 2 000. Zaché Hubert Chiwa, 2 000. Gifo Chafak Alès, 5 000. Sidonie Kowak Wandi, 4 000. Nathalie Linda Kenye, 1500. Francis Arnaud Tanye Fodop, 1000 francs. Adonis Florent Ningamboula, 2 000. Gérard Noël Zeudieu, 1000 francs. Bruxelles Parfait Tamen Djandja, 2 000. Jacquino Botem Lobé, 1000 francs. Géraldine Irène Yanda, 5 000. Bernard Massien Zefak Djoufak, 2 000. Tahanga Wisman, 5 000. André Moïko, 5 000. Chouabe, 2 000. Mougwe Peggy Stella, 1500. Françoise Massé, 10 000. Delphine Makou, 1000 francs. Chancel Langtouonkam, 5 000. Joseph Liessier, 1500. Roger Ngemnang, 3 000. Jean-Massia Tchedou, 1000 francs. Tamezak Lucas, 1500. Arlette Michel Mangoukam, 5 000 francs. Eric Sylvain Diegam, 2 000 francs. Jacques Thierry Chokwatang, 2 000 francs. François Wokan, 1000 francs. Alida Mapatala, 3 000. Jean-Gaston Etémé, 1000 francs. Famille Tala de Bétois, 5 000 francs. Abi Aurel Dongo, 1000 francs. Agoa Martine Chaveli, 1000 francs. Ayouk Foyo, 2000. Marina depuis Yaoundé, 1500. Francis Sonia Kamden, 1000 francs. Sylvie Awacho, 1500. Dorian Pabou, 500 francs. Monsieur et Madame Gandhi Alfred, 2100 francs. Famille Tchakoute Abedi Plateau, 2000. Anonyme de Tchan, 2000. Mariama Mundi, 2000. Yaya, 500. Gislaine Magwachunga, 1000 francs. Emeche Christine, 2000. Aline Djokemene Takewa, 2000. Taku Eoudia Atam, 5 000. Hervé Raoul de Loum, 1500. Anderson Akefak Tafadi, 1500. La famille Simo de Bétois, 3 000. Barry Stéphane, 5 000. Linda Félicité Gadieu, 1000 francs. Une bienfaitrice de Ndorbonne, 10 000.
TGESC Salle, 5 000 francs. Nono Fotso Benano depuis Yaoundé, 1 000 francs. Eric Sylvain Tchangou Tchako, 6 000. Romary depuis Bouddha, 1 000 francs. Tapi Mene Consolé Lumta, 2 500. Chantal Toumangoum, 1 000 francs. Depianye Ngwonju Diana, 500. Denis Bertin Fofier, 2 000. Sembe Domi Joël, 3 000. Gabin Toyou Osimo, 1 000 francs. Enfant béni de Baboucho, 5 000. Faudwop, 5 000. André Mouya Bacham, 5 000 francs. Don Anonyme, 10 000 francs. Diena, 1 000 francs. Rose Marie Winky Ango, 25 000. Bouyenge, 1 000 francs. Nzo Chalon Bon, 1 000 francs. Chamdieu Avin, 100 francs. Divine Payere Sumba, 1 000 francs. Anne Zibou, 1 000 francs. Famille Mouchinga à Yaoundé, 2 000. Madame Moncan de Bonabéry, 3 000. Bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 10 000. Une chrétienne, 5 000 francs. Maître Comier d'Orcas, 10 000. Association VIP, 250 000. Monsieur Piment, 5 000 francs. Une famille chrétienne, 2 500. Bienfaitrice, 10 000. Juida Chaline, 2 500. Famille Nana, 5 000. Bienfaitrice de l'Allemagne, 16 399 francs. Bienfaitrice de Ayala, 2 500. Tatam Fokou Gedeon depuis Bafoussam, 3 000. Bébé Diani, 1 500. Touko Siani, 2 000. Famille Noubissi, 5 000. Catherine Modom, épouse Azer, 5 000. Beta Ayuk Ayuketa, 2 500. Boken Nancy Zedela Movoum from Dikimini, 1 000 francs. Famille Noubia Etoudi, 5 000. Mama Akana, 2 000. Wambon, 2 000. Anne-Marie Chube, 3 000. Mathieu 11, 28, 5 000. Teke Feu Dieu, 2 000. Une bienfaitrice de Bafan, 10 000. Famille Mekonchou, 2 500. Famille Tchakwani, 8 000 francs. Une chrétienne, 2 000 francs. Mimboué Marie, 10 000 francs. Donateur anonyme, 10 000. Tiwa Flomène de Bolova, 2 000. Judith, 1 500. Fali de Dedo, 2 500. Bienfaitrice, 1 000 francs. Bienfaitrice, 2 000. Tungwe Vera Diane, épouse Gouachi, 30 000. Et Nanejan, 5 000 francs. Tiawo Footsoap, 1 000 francs. Monsieur et Madame Guati, 15 000. Sorel de Douala, 2 500. Megou Wenze Célestine, 500. Famille Chassoum Richard, 1 000 francs. Un bienfaiteur, 1 000 francs. Christelle Godel et Mazonganso, 1 000 francs. Idriss Wekani Wansi, 1 000 francs. Jean Bostin Wagoum, 1 000 francs. Chaminin Djonkou, 10 000. Famille Goetze de Bafoussam, 2 500. Georgina Sou Aza, 5 000. Émilie Nikez Suntendia, 1 000 francs. Joël Sivinus Kenye, 5 000. Cyril Kensa Toussier, 1 000 francs. Aurélie Ginette Maka Kemenye, 1 000 francs. Teketsa, 10 000. Chéri Dikoumé, 11 000. Noupa Matiadjoua, 1 000 francs. Une fervente croyante, 5 000. Maman Pantu Thérèse de Lorbaba, 5 000. Maman Pantu Thérèse de Lorbaba, 5 000. Choupé, 15 000. Tada, 500. Leko Kamga, 1 500. Kwete Fouedjeu, 2 000 francs. Mazikui épouse Kwepo, 1 000 francs. Cholung, 5 000 francs. Madame Akwo Fombamenda, 1 000 francs. Famille Chumga Fumbot, 1 000 francs. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Nitendem Austin Willy, 2 000. Famille Temben depuis Yaoundé, 1 000 francs. Âme généreuse de Yaoundé, Elik Efa, 3 000. Famille Ngifar Dona, 5 000. Monsieur Kené de Douala, 1 500. Anonyme de Deya, 2 000. Un père à Bansoa, 5 000. Consolé Tapimene, 2 500. Kamimbo Colette, 5 000. Bernadette Medonkam, épouse Niezeko, 1 000 francs. Christelle Vanidol Totom, 10 000. Ornella Cindy Sayan Djache, 2 000. Aboubaka Sidik Nietzsche, 200. Dom Chua, 1 500. Bienfaiteur de Mbangé, 500. Vanessa Raïssa Akanan Donken, 1 000 francs. Madame Tanko Abonaberi, 2 500. Mouacha Claudiane depuis Bandja, 1 000 francs. Berthe Adama, 20 000. Clovis Fobembois, 4 000. Anonyme de Saint-Thomas Lorbaba, 5 500. Vogue Chafak, 1 000 francs. Madame Sunte Nikes, épouse Fiangam, 1 000 francs. Nchoua, 2 000. Une famille à Bafoussam, 15 000. Famille Boumo de Bertois, 1 000 francs. Famille Mouchinga à Yaoundé, 2 200. Alain Pascal Choupé, 15 000. Ngoukwe, 1 000 francs. Numbisi Kwemoy, 2 000. Nkonyi, 5 000 francs. Chofo Charles Dezeka, 5 000 francs. La restauration divine de Mabanda, 2 000. Akana Bouzam Hélène, 2 000. Famille Kandem de l'ancien abattoir, 5 000. Akana Vanessa, 1 000 francs. 2 enfants de Dieu, 6 000. Madame Elane Bonabo Dedo, 2 000. La famille Tchalapa Okala, 2 000. Lycée de Makepe, les élèves de la terminale C, 8 000. Famille Tchala Okala, 2 000. Kwika, 1 000 francs.
Obama Assa, 1500. Jambon Zemdieu, 2000. Tinda Fomenkong, 6000. Kem Sungale, 10 000. Stéphane Alès Tchatché Chouem, 5 000. Chanceline Dusson Tchangefak, 10 000. Famille anonyme, 20 000. Tadje Simo, 5 350. Égout Samaritan, 7 000. Monsieur Touko, 2500. Mouché Merlin depuis Kumba, 5 000. Anonyme de Konsamba, 1000 francs. Maman Eugénie de Yaoundé, 3 000. Une maman de Fatima Noubel, 2 000. Une maman généreuse, Maman Monique, 20 000 francs. Maman Haché Yvonne de Mélon, 3 000. Diaconesse Mbok Philomène, 1500. La Fondation Foué, 7 000 francs. Chameni Élise depuis Mangia Yaoundé, 3 000. Une chrétienne de Yaoundé, 2500. Fossin Stella, 1000 francs. Arnold Chitaha depuis Bafoussam, 500. Ndouke Thomas Aloum, 2000. Famille Ngo Bernard de Makepe Moussoke, 1500. John de Fumban, 1000 francs. Lambert Kwefo, 1000 francs. Bruna Linessa, 1000 francs. Le parolier de Bonabéry, 1000 francs. Carole de Ndorbonne, 5000. Famille Tagué, Ami de Jésus, 500. Gladys Emako, 1000 francs. La famille Ebele depuis Cambré, 20 000 francs. La famille Tate, 2500. Hortense Ebele, 2500. Bienfaiteur, 15 000. Alvin, 1500. Une grand-mère retraitée à Bonangan, 1500. 5 000 francs. Nono, 2500. Une anonyme de Yaoundé, 25 000. Akamba Ginette, 2 000. Monsieur Fotso depuis Nouvelle, 1000 francs. Madame Na de Yaoundé, 1500. Capitran Gando, 1000 francs. Madame Doumbé Inlimbe, 2 000. Les enfants Diel, Dio et Omari Fongan, 2500. Hélène Etondi Eko, épouse Doumbé, 2 000. Denwa Pascal, 3 000. Chamini Elsie Flore, 3 000. Joussé Mireille, 3 000. Blandine Aimé depuis Kribi, 10 500. Esson, 1000 francs. Maman Véronique de Yaoundé, 2 000. Bienfaiteur, 1500. Anastasia Mousoumé, 1500. Ngo Erelis Malik, 1000 francs. Tane Marc Ivan, 2 000. Noubissi Franck Chris, 500. Tadiesse Simon Justin, 5 000. Bienfaitrice de Yaoundé, 5 000. Alpha depuis Yassa, 1000 francs. Anne, 3 000 francs. Relidine Malinka Fompenka Michel, 1000 francs. Tanya Jean, 5 000. Geoff Admakel Fak, 1500. Emmanuel Tanoufou, 600. Wambo, 2 000. Bienfaitrice de la Guinée équatoriale, 5 000. Salamatou de Yaoundé, 1000 francs. Mamadi de Yaoundé, 5 500. Gertrude de Kribi, 1500. Mingon Dikoumbe Nidjel, 15 000. Enis Catherine Wansin Nongam, 2 000. Boris Kanan Djoufak, 1000 francs. Takwam Kemadjoun Diet Tristan, 5 000. Miejo Gisèle, 2500. Madame Odette, 3 000. Une dame de Manjo, 5 000. Amasambo Ousmanou, 10 000. Une femme à Bouddha, 3 000. Didier Stéphane Noël, 2600. Bienfaitrice de Bafoussa, 1500. Famille de foi, 2 000. Famille Mbangé Zachary de Barré Bakem, 3 000. Peaceful Joy de Limbe, 1500. Une chrétienne de Saint-Françoise d'Assise de Koto, 2500. Madame Simo Solange de Banguet, 10 000. Une bienfaitrice, 5 000. Kakanou Blesse, 20 000. Bienfaiteur de Baham, 2 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 10 000. Florent depuis Yaoundé, 1000 francs. Yvonne Sylvie Douala, 5 000. Madame Walaga, 1000 francs. Ipoulette Catherine Abetois, 5 000. Bienfaitrice Franck Goudron, 2 000. Ndolo, 1000 francs. Une inconnue de Elounden Yaoundé, 1500. Blanche Neige Siam de 2500. Famille Ndjogo depuis Touboro, 2500. Association Les Lilas, 10 000. La famille Wafo Apollinaire de Locpom, 2 000. Folefa Franklin, 5 000. Famille Fossine de Yaoundé, 1500. Famille Titalom, 2 000. Bienfaiteur, 15 000. Une chrétienne, 1000 francs. Awafon Julius Ténéten, 2 000. Maurice Diongwe, 1000 francs. Monsieur Kamdoum, 2 000. Guy Victor, 2 000. Annie Mungam, 2500. Dieu donné Chouchoua, 1000 francs. Famille Fousso de Bafan, 1500. Monsieur X, 5000. Famille Singong, 5000. Famille Fomou Abacho, 1500. Famille Singong, 5000 francs. Madame Y de la Vallée, 1000 francs. Collège Maya de Kekem, 10 000. Famille Tommy, 5000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1000 francs. Famille de Foi, 2000. Masso Col Ruben, 5000. Famille chrétienne de Bangué, 5000. Monsieur et Madame Keou, 5000 francs. Mamie de famille Annie, 13 000. Ngwana Chiwa Flomène de Bolova, 2000. Bienfaitrice depuis Libreville Gabon, 2500. Christine Igor Junior, 1000 francs. Famille Mabouka, 3 000. Pierre Magnola, ville de Tchan, 1000 francs. Djeli depuis Douala, 20 000 francs. Une maman et sa progéniture, 2 000. Association Mère d'Afrique, 2 000. Lucrèce d'Obili à Yaoundé, 1000 francs. Ngoyam Luis de PK, 15 500. Une chrétienne, 2 500. Homme de bonne volonté, 3 500. Famille Bekam du Cameroun et de la diaspora, 1000 francs. Dona Benou, 1000 francs. Le Parlement solidaire de Bonakwamouan, 79 500. Maman Mafira, 2 000. Bienfaiteur Carrefour Simbok Yaoundé, 2 000. Maman Nicole Ducan Sobek au Oyomambang, 1000 francs. Une chrétienne de Fatima
Manoubel 2000. La famille Niama, fils, fille et petit-fille 20 150. Yumbi Mayam et ses enfants 2500. Anonyme de Mbanga 550. Julie de l'Allemagne 3000. Kemos 5000. Tala Christelle, épouse Bia, 5 000. Pierrette, 1 000 francs. Une homme de bonne volonté de Douala, 3 500. Patrice Stéphane de Douala, Makepe, 5 000. Famille bienfaitrice Akribi, 25 000. Amical réuni, 15 000. Seka, 5 000. Bienfaitrice de Gaoundéré, 5 000. Adiara tout de Marois, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice de Yaoundé, 5 000. Famille Namo, 3 000. Association Femmes de l'Ouest, Nouvelle Route, 30 000. Bienfaiteur, 100 000. Bienfaitrice Aquano, 3 000. Powerful Lady, les Baltimore des États-Unis, 214 000. Doumbé Chabelil, 5 000 francs. CK, 5 000. Ndjassa Jeanne, 5 000. Association Amis Solidaires Niala Campo, 10 000. Ariane Christelle Yitabe Diogwe, 1 600. Famille Tchakwani, 9 000. Esther, 10 000 francs. Nous avons pour le compte de bébé Chris un montant de 1 779 949 francs CFA. Il s'agit là de bébé Christ qui a des testicules au niveau de son ventre. Tout à fait. Et la situation de cet enfant l'enfant est hospitalisé désormais. Depuis la prise en charge a commencé. Oui, la prise en charge a commencé et actuellement, nous avons déjà effectué les dépenses qui s'élèvent à un montant de 700 000 francs CFA depuis le 2 février 2021. Donc actuellement en caisse, il nous reste 1 079 949 francs CFA et bébé Chris est interné pour l'instant. Donc nous disons déjà à nos âmes de bonne volonté, merci déjà d'avoir mis la machine de la solidarité en marche. Continuez parce que bébé Chris, il en a besoin. Parce qu'en espace de moins de 3 semaines, nous avons déjà dépensé la somme de 700 000 francs CFA. Cela signifie que d'ici peut-être... Avec un léger changement et d'ici peut-être la fin du mois, on aura encore besoin. Donc nous prions les âmes de bonne volonté de continuer de mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser, s'il vous plaît, par message, votre nom, le nom du cas social, le montant contribué. Encore merci. D'accord. Alors, le second cas de ce soir, c'est le cas de maman Madeleine, qu'on aura justement à présenter la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous reviendrons, s'il plaît à Dieu, sur la lecture des contributions de maman Madeleine qui a une fausse grossesse. Voilà. Une fausse grossesse, c'est donc l'information que nous avons. Et je voudrais vous dire merci d'être venu encore sur ce plateau. Merci également à vous et nous disons, comme de coutume, bonsoir à toute la population de Ndorpassi Village 2, à toute la population de Bamenda, à toute la population de Boya, Limbe, Tico et surtout à ces âmes de bonne volonté qui nous écoutent du côté de l'Espagne, de Baltimore, de la France, de la Belgique, de l'Inde et de la Chine. Nous les disons merci. Merci. Merci à vous et merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Dallas Chana, Eric Watat, Cédric Chuna, Théo Tchunke, Roger Ndjomo, alias Libéraux, Dani Warenzode qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Je dis merci au public qui est là comme tous les jeudis soirs. Merci également. Madame, messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.